Piégé et ensanglanté, le lynx roux fixa Emma avant de gémir exactement comme un chien suppliant son maître. Ce simple son allait non seulement sauver sa vie sauvage, mais aussi transformer à jamais le cœur et la carrière de la biologiste. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Au cœur des vastes forêts du Montana, où le silence n'est rompu que par le murmure du vent dans les pins et le craquement occasionnel des branches sous le poids de la neige, une histoire extraordinaire s'apprêtait à bouleverser toutes nos certitudes sur la frontière entre le sauvage et l'apprivoisé. C'était un matin de janvier particulièrement glacial, le genre de journée où même les plus courageux des animaux sauvages restent blottis dans leurs abris. Mais ce jour-là, le destin avait d'autres plans. Emma Lawson, biologiste spécialisée dans les félins sauvages, s'apprêtait à commencer une journée ordinaire au centre de réhabilitation de la faune du Montana. À 32 ans, elle avait déjà consacré une décennie de sa vie à sauver et réintroduire dans la nature des animaux blessés ou orphelins, mais rien dans son expérience ne l'avait préparée à ce qu'elle allait découvrir. Unité 7. Nous avons un signalement à environ 20 km au nord-est de votre position. Un randonneur a repéré ce qui semble être un jeune lynx roux en détresse près du ruisseau Eagle, grésilla la radio de son véhicule tout-terrain. Emma saisit le micro. Unité 7, je reçois. J'arrive sur place dans environ 25 minutes. Elle fit demi-tour, son esprit déjà en alerte. Les lynx roux étaient généralement farouches et évitaient les humains à tout prix. Un spécimen en détresse suffisamment visible pour être remarqué par un randonneur était inhabituel, pour ne pas dire inquiétant. Alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans la forêt, suivant les coordonnées GPS transmises par le centre, le paysage devenait de plus en plus sauvage. Les arbres se dressaient comme des sentinelles silencieuses, leurs branches alourdies par la neige fraîchement tombée. Le chemin forestier disparaissait progressivement, obligeant Emma à terminer son trajet à pied. Après 20 minutes de marche difficile dans la neige profonde, elle entendit un son qui lui glaça le sang. Un faible miaulement presque comme celui d'un chaton domestique, mais avec cette tonalité distinctive qui ne pouvait appartenir qu'à un félin sauvage. Elle s'arrêta, scrutant les alentours de ses yeux exercés. Et là, recroquevillé sous un buisson de genévrier, se trouvait un jeune lynx roux. Il ne devait pas avoir plus de 4 mois, estimait Emma. Son pelage tacheté était souillé de boue et de sang séché, et même à distance, elle pouvait voir qu'il était dangereusement maigre. Doucement, tout doux, murmura-t-elle en s'approchant avec précaution, préparant dans le même mouvement une seringue de tranquillisant. Avec des animaux sauvages blessés, on ne prenait jamais de risques inutiles. Mais à sa grande surprise, le lynx ne tenta pas de fuir ni de se défendre. Au lieu de cela, il la regarda de ses grands yeux dorés, émit un miaulement plaintif et tenta de se lever, comme pour venir à sa rencontre. C'est alors qu'Emma vit la raison de son comportement inhabituel. Sa patte arrière droite était prise dans un piège à loup illégal, la chair déchirée et infectée autour du métal rouillé. La rage et la compassion se mêlèrent dans le cœur d'Emma. Ces pièges étaient interdits depuis des années, et pour une bonne raison. Elle sortit son téléphone satellite pour appeler des renforts, mais s'aperçut qu'elle n'avait pas de signal. Elle allait devoir gérer cette situation seule. « Ça va aller, petit gars », dit-elle doucement en s'agenouillant dans la neige à une distance sécuritaire. « Je suis là pour t'aider. » À sa grande stupéfaction, le lynx émit un son presque semblable à un gémissement de chien et se traîna vers elle, laissant une trace rouge dans la neige immaculée. Emma resta figée, son instinct professionnel en conflit avec ce qu'elle voyait. Un lynx sauvage ne devrait jamais approcher un humain volontairement, même dans une situation désespérée. Pourtant, l'animal s'arrêta à quelques centimètres d'elle et la regarda avec ce qui semblait être de l'espoir. Emma prit une décision.
Doucement, elle tendit la main. Le lynx la renifla, puis, dans un geste qui allait changer le cours de sa vie, lécha ses doigts comme l'aurait fait un chien domestique. « Impossible », murmura Emma, les larmes aux yeux. « Tu n'es pas entièrement sauvage, n'est-ce pas ?» Avec des gestes infiniment prudents, elle sortit une couverture de son sac à dos et enveloppa le jeune félin, qui se laissa faire sans résistance. Une fois l'animal sécurisé, elle examina le piège. Il était ancien mais solide, et la patte du lynx était horriblement coincée. Elle sortit ses outils et commença le délicat processus de libération. « Je vais t'appeler Max », dit-elle doucement tandis qu'elle travaillait, « et je te promets que je vais découvrir ton histoire. » 1 heure plus tard, Emma marchait rapidement vers son véhicule, le lynx maintenant libéré du piège et sommairement soigné, blotti contre sa poitrine sous sa veste. Il n'avait pas émis un seul grognement pendant les soins, se comportant avec une docilité troublante pour un prédateur sauvage. De retour au centre de réhabilitation, l'arrivée d'Emma avec son inhabituel patient créa une agitation immédiate. Sa collègue et meilleure amie, le docteur Sophie Chen, vétérinaire spécialiste de la faune sauvage, l'attendait à l'entrée, alertée par radio. « C'est vraiment un lynx ?» demanda Sophie incrédule, en voyant la façon dont l'animal se blottissait contre Emma. « Oui, mais pas un ordinaire. Je pense qu'il a été en contact avec des humains auparavant. Aucun lynx sauvage ne se comporterait ainsi. » Dans la salle d'examen, tandis que Sophie examinait soigneusement la patte blessée et procédait à un bilan de santé complet, Max se comportait de manière étonnante. Il restait calme, observant les humains avec une curiosité tranquille, émettant occasionnellement ce son semblable à un gémissement de chien lorsqu'un geste lui causait de la douleur. « C'est le comportement le plus étrange que j'ai jamais vu chez un lynx », commenta Sophie en prélevant un échantillon de sang. « On dirait presque qu'il a été domestiqué. » « Exactement ce que je pensais, » acquiesça Emma. « Mais comment ? Et pourquoi se retrouve-t-il seul dans la forêt avec un piège à la patte ?» La radio du centre grésilla soudain. « Base à équipe vétérinaire, nous avons un appel intéressant. Un homme nommé Michael Blackwood vient de contacter la ligne d'urgence. Il recherche un lynx roux apprivoisé qui s'est échappé il y a environ 2 semaines, près de la zone où Emma a fait sa découverte. » Emma et Sophie échangèrent un regard. « Passez-le-moi » demanda Emma. Quelques instants plus tard, la voix d'un homme, tendu par l'émotion, résonnait dans le haut-parleur. « Je m'appelle Michael Blackwood. Je suis biologiste indépendant. Mon lynx, Apache, s'est échappé il y a 2 semaines quand ma cabane a été cambriolée. C'est un mâle de 4 mois élevé par mes soins depuis qu'il est tout petit après que sa mère ait été tuée par des braconniers. Il porte un petit collier bleu avec une médaille en forme de patte. » Emma jeta un coup d'œil à Max et remarqua pour la première fois un mince collier bleu presque caché sous son épaisse fourrure du cou. « Monsieur Blackwood, je crois que nous avons trouvé Apache. Il est blessé mais stable. Pouvez-vous venir l'identifier ?» Le soulagement dans la voix de l'homme était palpable. « Oh mon Dieu, merci. J'arrive immédiatement. Je suis à environ 2 heures de route. » Pendant qu'ils attendaient, Sophie termina ses soins. La patte d'Apache nécessiterait plusieurs semaines de guérison, mais aucun os n'avait été brisé, un véritable miracle, étant donné la nature du piège. « Je vais devoir signaler ce piège aux autorités, » dit Emma en caressant doucement la tête du lynx qui s'était endormi sous l'effet des analgésiques. « C'est le 3e ce mois-ci. Quelqu'un pose délibérément des pièges illégaux dans la région. » Sophie hocha la tête gravement. « Et pendant ce temps, je vais faire quelques recherches sur ce Michael Blackwood. Élever un lynx n'est pas exactement légal, même pour un biologiste. » Les heures suivantes passèrent lentement, Emma refusant de quitter le chevet d'Apache. Il y avait quelque chose dans les yeux de ce félin, une intelligence et une confiance qui l'avaient touché profondément.
Et sous cette apparente domestication, elle percevait toujours l'essence sauvage, la dignité innée du prédateur qu'il était destiné à être. « Quelle est ton histoire, Apache ?» murmura-t-elle. « Et quel genre d'homme est ce Michael Blackwood pour avoir gagné la confiance d'une créature comme toi ?» La réponse à ces questions allait se révéler bien plus complexe et troublante qu'Emma ne pouvait l'imaginer. Car derrière le sauvetage apparemment simple d'un lynx apprivoisé se cachait une histoire de passion scientifique, de braconnage organisé et d'un combat désespéré pour sauver une espèce menacée par la cupidité humaine. Et au centre de tout cela, un lien extraordinaire entre un homme et un animal sauvage. Un lien qui remettrait en question tout ce qu'Emma croyait savoir sur la frontière entre le sauvage et l'apprivoisé. Exactement 2 heures plus tard, une vieille Jeep Cherokee couverte de boue s'arrêta devant le centre de réhabilitation. Emma, qui guettait par la fenêtre, observa l'homme qui en descendit. Michael Blackwood ne correspondait pas du tout à l'image qu'elle s'était faite de lui. Elle s'était attendue à un scientifique d'âge mûr, austère et méthodique. Au lieu de cela, elle vit un homme d'une 30aine d'années, grand et mince, avec des cheveux noirs mi-longs, attachés en queue de cheval, et une barbe de plusieurs jours. Il portait une veste en cuir usé sur un pull épais, un jean délavé, et des bottes de randonnée qui avaient clairement connu des jours meilleurs. Mais ce qui frappa le plus Emma, ce fut son expression, un mélange d'espoir désespéré et de crainte, le visage de quelqu'un qui s'était préparé au pire tout en priant pour le meilleur. « Viens, dit-elle à Sophie, allons à sa rencontre. » Les 2 femmes sortirent dans l'air glacial de janvier. Michael Blackwood s'avança rapidement vers elle, sa respiration formant des nuages de vapeur dans l'air froid. « Vous êtes Emma Lawson ?» demanda-t-il sans préambule. « Vous avez trouvé Apache ?» Emma hocha la tête. « Oui, c'est moi qui l'ai trouvé. Il est à l'intérieur, stable mais sédaté. Sa patte est gravement blessée, mais le docteur Chen pense qu'il se remettra complètement avec du temps et des soins appropriés. » Le soulagement déferla visiblement sur le visage de l'homme. « Merci, dit-il simplement, mais ces mots contenaient une émotion si brute qu'Emma sentit sa méfiance initiale s'atténuer légèrement. « Suivez-nous, » dit Sophie, professionnelle comme toujours. « Mais avant de voir Apache, nous avons quelques questions à vous poser, monsieur Blackwood. »« Mike, » corrigea-t-il automatiquement. « Appelez-moi Mike. » Dans la petite salle de conférence adjacente à l'infirmerie, Mike Blackwood s'assit, visiblement impatient mais résigné à la nécessité de ces formalités avant de retrouver son animal. « Alors, Mike, » commença Sophie, « vous comprenez certainement que détenir un lynx roux comme animal domestique est illégal dans cet état, même pour un biologiste. Pouvez-vous nous expliquer exactement pourquoi vous avez Apache ?» Mike se frotta le visage, semblant soudain épuisé. « Ce n'est pas un animal domestique, précisa-t-il. Apache est un sujet de recherche et j'ai tous les permis nécessaires. » Il sortit de sa poche intérieure un étui en cuir contenant plusieurs documents officiels qu'il étala sur la table. « Je travaille sur un projet de recherche comportementale financé par l'Université du Montana et le département de la conservation. Mon étude porte sur l'intelligence sociale des lynx roux et leur capacité d'adaptation. » Emma examina les documents. Ils semblaient authentiques, avec les sceaux appropriés et les signatures des autorités compétentes. « Comment Apache est-il arrivé sous votre garde ?» demanda-t-elle. « Sa mère a été tuée par des braconniers il y a environ 5 mois. J'étais sur le terrain pour mon étude quand j'ai entendu des coups de feu. Le temps que j'arrive, les braconniers avaient disparu et la mère était morte. Apache et sa sœur étaient cachés dans un tronc creux à proximité. La sœur n'a pas survécu, elle était trop faible et déshydratée. Mais Apache s'est accroché. » Il y avait une douleur authentique dans sa voix lorsqu'il évoqua la sœur morte. Emma échangea un regard avec Sophie. « Mon intention initiale était de le garder juste assez longtemps pour qu'il reprenne des forces, puis de le relâcher, » continua Mike. « Mais il était si jeune qu'il aurait été condamné sans les compétences de chasse qu'une mère enseigne normalement.
Et puis j'ai remarqué quelque chose d'extraordinaire. Sa capacité d'apprentissage, sa façon d'interagir avec moi, c'était sans précédent. Alors vous l'avez gardé pour votre recherche, conclut Sophie, son ton indiquant clairement ce qu'elle pensait de cette décision. Mike secoua la tête. Ce n'est pas aussi simple. J'ai consulté mes superviseurs à l'université et au département. Nous avons convenu qu'Apache représentait une opportunité unique d'étudier la cognition des félins sauvages dans un environnement contrôlé. Le plan a toujours été de le préparer pour un retour à la vie sauvage, mais progressivement, en lui enseignant les compétences nécessaires. « Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines ?» demanda Emma, revenant au présent. Le visage de Mike s'assombrit. « J'étais parti pour chercher des provisions. Quand je suis revenu, ma cabane avait été cambriolée. Ils ont pris mon équipement, mes données, et la porte de la cage d'Apache était ouverte. Au début, j'ai pensé qu'ils l'avaient pris aussi, peut-être pour le vendre au marché noir, mais j'ai trouvé des traces indiquant qu'il s'était enfui dans la forêt. Ces braconniers, intervint Emma, pensez-vous qu'ils sont liés à ceux qui ont tué la mère d'Apache ? Mike la regarda avec une intensité nouvelle. Vous avez trouvé Apache dans un piège, n'est-ce pas ? Ce n'était pas une coïncidence. Ces gens posent délibérément des pièges dans toute la région. Et oui, je pense que c'est le même groupe. Ils ciblent spécifiquement les félins sauvages pour leur fourrure. Nous avons effectivement trouvé plusieurs pièges ces derniers mois, confirma Sophie. Les autorités sont au courant, mais il manque de ressources et de preuves pour une enquête approfondie, termina Mike avec amertume. Je le sais. C'est pourquoi j'ai commencé à rassembler des preuves moi-même. Emma se pencha en avant, soudain très intéressée. Quel genre de preuves ? Des photos de véhicules, des coordonnées GPS des pièges, des schémas d'activité. J'ai même réussi à capturer quelques images des braconniers avec mes caméras de surveillance. C'était sur mon ordinateur portable qui a été volé lors du cambriolage. Un silence tomba sur la petite salle alors qu'Emma et Sophie assimilaient ces informations. L'histoire de Mike semblait cohérente et ses documents paraissaient en ordre. Mais quelque chose tracassait encore Emma. « Une dernière question, dit-elle. Comment expliquez-vous le comportement extraordinairement docile d'Apache ? Même élevé par l'homme depuis son plus jeune âge, un lynx devrait conserver une grande partie de son instinct sauvage. » Pour la première fois, un léger sourire apparut sur le visage fatigué de Mike. « C'est précisément le cœur de ma recherche. Apache défie toutes nos hypothèses sur le comportement inné versus acquis chez les félins sauvages. Il semble posséder une capacité exceptionnelle à former des liens sociaux, même avec une espèce qui devrait normalement être perçue comme une menace. « Comme un chien », murmura Emma, se rappelant sa première impression. « Par certains aspects, oui », acquiesça Mike. « Mais ne vous y trompez pas, il reste un prédateur sauvage à bien des égards. Cette dualité est fascinante d'un point de vue scientifique. Elle suggère que la frontière entre sauvage et domestique est peut-être plus fluide que nous ne le pensions. » Sophie, apparemment satisfaite des explications, se leva. « Très bien, Mike. Vos documents semblent en ordre, mais nous les vérifierons auprès des autorités compétentes. En attendant, je pense qu'il est temps que vous voyiez Apache. » Le changement dans l'expression de Mike fut instantané. L'inquiétude scientifique cédant la place à une émotion pure, presque vulnérable. Dans la salle de soins, Apache était allongé sur une table d'examen rembourrée, une perfusion attachée à sa patte avant et un bandage professionnel autour de sa patte arrière blessée. Ses yeux étaient mi-clos sous l'effet des sédatifs, mais il respirait calmement. Dès que Mike entra dans la pièce, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les oreilles d'Apache se dressèrent, et malgré sa sédation, il leva la tête, ses yeux soudain pleinement ouverts et fixés sur l'homme. « Hey, mon grand !» dit Mike doucement, sa voix légèrement tremblante. « Tu m'as fait une sacrée peur. » Apache émit un son étrange, entre le ronronnement et le gémissement, tentant de se lever malgré sa condition.
Doucement, intervint Sophie. Ces médicaments devraient le maintenir calme. Je n'ai jamais vu un animal réagir ainsi sous sédation. Mike s'approcha lentement et tendit la main. Apache la lécha immédiatement, puis frotta sa tête contre la paume de l'homme, exactement comme l'aurait fait un chat domestique recherchant de l'affection. Emma observait cette scène avec un mélange d'émerveillement professionnel et d'émotion personnelle. Le lien entre l'homme et l'animal sauvage était indéniable et complètement inattendu dans sa profondeur. « Combien de temps avant qu'il puisse rentrer à la maison ?» demanda Mike, ne quittant pas des yeux le lynx qui semblait s'apaiser sous ses caresses. « Au moins 1 semaine, » répondit Sophie. « La plaie doit être surveillée quotidiennement pour prévenir l'infection et nous devons nous assurer qu'il commence à mettre du poids sur sa patte avant de le laisser partir. » Mike hocha la tête, acceptant visiblement à contre-cœur cette nécessité. « Je peux rester avec lui ?» Emma et Sophie échangèrent un regard. Ce n'était pas le protocole habituel, mais cette situation était tout sauf habituelle. « Nous avons une petite cabane pour les chercheurs invités », offrit Emma, prenant une décision spontanée. « Vous pourriez y rester et venir voir Apache pendant les heures d'ouverture. »« Merci », dit Mike, sincère. Puis, après une hésitation, « Il y a autre chose que vous devriez savoir. Les braconniers, ils pourraient venir ici. » « Pourquoi ferait-il cela ?» demanda Sophie, alarmée. « Parce qu'Apache n'est pas un lynx ordinaire. Sa coloration est rare, ce qu'on appelle une phase rousse. Sa fourrure vaut une fortune sur le marché noir. Et s'ils ont fait le lien entre lui et le centre, après avoir volé mes recherches, un frisson parcourut l'échine d'Emma. Nous avons un système de sécurité, mais il n'est pas conçu pour dissuader des criminels déterminés. Je vais contacter les autorités, décida Sophie. Avec vos documents et notre rapport sur le piège illégal, ils devraient prendre cette menace au sérieux. Pendant les jours qui suivirent, une routine s'établit. Mike passait ses journées au chevet d'Apache, documentant méticuleusement son rétablissement et partageant ses observations avec Emma, qui se trouvait de plus en plus fascinée non seulement par le lynx, mais aussi par l'homme qui lui avait sauvé la vie. Un soir, alors qu'Emma apportait du café à Mike qui veillait tard dans la salle de soins, elle le trouva en train de montrer quelque chose à Apache sur son nouveau téléphone portable. « Regarde », disait-il doucement au lynx qui observait l'écran avec une attention surprenante. « C'est là que nous allons, une fois que tu seras guéri. Un nouvel endroit, sûr, loin des braconniers. »« Il comprend ce que vous dites ?» demanda Emma, s'approchant avec les tasses fumantes. Mike leva les yeux, acceptant le café avec un sourire reconnaissant. Pas les mots en eux-mêmes, bien sûr, mais le ton, l'intention. Il perçoit bien plus que ce que la science traditionnelle voudrait admettre. Où allez-vous l'emmener, une fois qu'il sera rétabli? Mike hésita. J'ai un ami qui possède un sanctuaire privé dans le Wyoming. C'est un environnement semi-naturel, mais protégé. Apache pourrait y apprendre à devenir plus indépendant, plus lynx, tout en restant à l'abri des braconniers. Emma observa Mike qui caressait doucement la tête d'Apache et se surprit à sourire. En seulement quelques jours, sa méfiance initiale envers cet homme s'était considérablement atténuée. Il y avait chez lui une passion authentique pour la vie sauvage, une intégrité qu'elle ne pouvait s'empêcher d'admirer. Et surtout, sa relation avec Apache était indéniablement extraordinaire. « Alors, dit-elle en s'asseyant sur le tabouret voisin, « racontez-moi comment vous avez développé cette relation avec lui. Je n'ai jamais rien vu de semblable avec un félin sauvage. » Mike but une gorgée de café, réfléchissant à sa réponse. « C'était organique. Au début, j'étais simplement son pourvoyeur de nourriture. Mais très vite, j'ai remarqué qu'il cherchait ma présence même quand il n'avait pas faim. Il m'observait constamment, apprenait mes habitudes, mes expressions. Il sourit aux souvenirs. Un matin, je me suis réveillé avec lui blotti contre moi. J'avais laissé sa cage ouverte par accident, et au lieu de s'échapper,
Il avait choisi de dormir à mes côtés. Emma secouait la tête, émerveillée. C'est contraire à tout ce que nous savons sur les lynx roux. Ils sont censés être solitaires, territoriaux. Peut-être que nous n'en savons pas autant que nous le pensons, suggéra Mike. Ou peut-être qu'Apache est simplement unique. Comme pour confirmer ses paroles, le lynx émit un petit son ressemblant à un gémissement et posa sa tête sur la cuisse de Mike, ses yeux à demi fermés de contentement. « Il fait ça souvent ?» demanda Emma. « Ces sons qui ressemblent à ceux d'un chien ?» De plus en plus au fil du temps. C'est comme s'il avait développé une forme de communication spécifique pour interagir avec moi. Pas vraiment canine, pas tout à fait féline, quelque chose entre les deux. Les jours suivants apportèrent des progrès encourageants. La plaie d'Apache guérissait bien, sans signe d'infection. Sophie avait réduit progressivement ses médicaments et sa personnalité véritable émergeait davantage chaque jour. À la surprise du personnel du centre, le lynx se comportait de manière remarquablement sociable, non seulement avec Mike, mais aussi avec Emma, pour qui il semblait avoir développé une affection particulière. « Je suis jaloux », plaisanta Mike un matin, en voyant Apache se frotter contre la jambe d'Emma lorsqu'elle entra dans la salle de soins. Il m'a fallu des semaines pour gagner ce niveau de confiance. Emma rit, se penchant pour gratter le lynx derrière les oreilles. « Que voulez-vous? J'ai un don avec les félins récalcitrants, qu'ils soient sauvages ou humains. » Mike leva un sourcil amusé, appréciant clairement la taquinerie. Leur relation avait évolué vers une camaraderie confortable, alimentée par leur intérêt commun pour Apache et leur dévouement partagé à la protection de la faune sauvage. Une semaine après l'arrivée d'Apache au centre, Sophie réunit Emma et Mike pour discuter de la suite. « Sa guérison progresse remarquablement bien », annonça-t-elle, feuilletant le dossier médical. « Physiologiquement, il pourrait être libéré sous supervision d'ici quelques jours. »« Mais ?» demanda Emma, percevant l'hésitation dans la voix de son amie. Sophie soupira. « Mais son comportement est problématique du point de vue de la réhabilitation. Il montre une socialisation excessive envers les humains. Dans des circonstances normales, je recommanderais une période de désensibilisation humaine avant toute réintroduction dans la nature. » « Ce ne sont pas des circonstances normales, » intervint Mike. « Apache n'est pas destiné à une réintroduction complète, pas encore du moins. Le sanctuaire dont je vous ai parlé est conçu comme une étape intermédiaire. »« Et qu'en est-il des braconniers ?» demanda Emma. « Avez-vous eu des nouvelles des autorités ?» Mike secoua la tête, frustré. Ils prennent la menace au sérieux, mais sans preuve concrète. Ils ont promis d'augmenter les patrouilles dans la région, c'est tout. Un silence pesant s'installa dans la pièce, chacun conscient du danger potentiel qui planait sur Apache. « J'ai peut-être une idée, » dit finalement Emma. « Ma famille possède une cabane isolée près du lac Clearwater. C'est à environ 2 heures d'ici, accessible uniquement par un chemin forestier privé. Personne ne saurait qu'Apache s'y trouve. » Mike la regarda avec surprise. « Vous proposeriez cela pour un lynx que vous connaissez à peine depuis une semaine ?» Emma haussa les épaules, tentant de paraître nonchalante malgré l'importance de ce qu'elle suggérait. « Pour Apache et pour la recherche, votre travail pourrait être crucial pour la conservation des félins sauvages. » Sophie regardait son amie avec une expression indéchiffrable. « Emma, tu es sûre? C'est décidé, » coupa Emma. Apache ira à la cabane pour terminer sa convalescence. Mike pourra continuer ses observations et nous serons tous plus tranquilles concernant les braconniers. Le jour du départ arriva plus vite que prévu. Apache, bien que toujours boitant légèrement, était suffisamment rétabli pour le transport. Emma avait préparé la cabane la veille, s'assurant qu'elle était confortable et sécurisée. Ce matin-là, alors qu'il chargeait l'équipement médical et les provisions dans le véhicule d'Emma, l'atmosphère était tendue d'anticipation.
Tout est prêt? Demanda Sophie, qui avait accepté à contre-cœur le plan après avoir vérifié personnellement l'adéquation de la cabane. Presque, répondit Emma, vérifiant sa liste. Il ne reste plus qu'à installer Apache dans sa caisse de transport. Ce qui aurait dû être une procédure de routine avec un animal sauvage se révéla étonnamment compliqué. Apache, sentant apparemment qu'un changement se préparait, devint agité, refusant d'entrer dans la caisse malgré les encouragements de Mike. « C'est bizarre, » marmonna ce dernier. « Il n'a jamais eu de problème avec le transport auparavant. » Emma s'accroupit au niveau du lynx. « Il sent peut-être notre nervosité, ou il associe la caisse à de mauvais souvenirs maintenant, la douleur, la peur. » Après plusieurs tentatives infructueuses, Mike suggéra une approche différente. « Et si nous essayions sans caisse? Il pourrait voyager sur mes genoux, comme un... Eh bien, comme un chien. » Sophie secoua la tête catégorique. « C'est contre tous les protocoles. Si quelque chose se passait mal, je prends la responsabilité, » insista Mike. « Je connais Apache. Il ne fera rien d'imprévisible. » Devant le regard sceptique de Sophie, Emma intervint. « Le trajet est court, et nous serons 2 adultes responsables dans la voiture. Je pense que ça vaut la peine d'essayer. » Finalement, Sophie céda, bien qu'à contre-cœur. « Très bien, mais à la première tentative d'évasion ou d'agression, vous arrêtez immédiatement et vous utilisez le sédatif d'urgence. Promis ?» Ils acquiescèrent solennellement, et bientôt, ils étaient en route, Mike sur le siège passager avec Apache couché sur ses genoux, apparemment parfaitement à l'aise malgré les mouvements de la voiture. « C'est surréaliste », commenta Emma en jetant un coup d'œil au lynx qui observait paisiblement le paysage défilant par la fenêtre. « Si quelqu'un nous voyait, il penserait probablement que nous avons un très grand chat domestique, » plaisanta Mike, grattant distraitement Apache derrière les oreilles. Le trajet vers la cabane se déroula sans incident, traversant des paysages de plus en plus sauvages et isolés. Finalement, Emma s'engagea sur un chemin forestier à peine visible, serpentant entre les pins centenaires. « C'est magnifique », murmura Mike en contemplant la forêt dense. « Parfait pour Apache. » La cabane elle-même était modeste mais charmante. Une structure en rondin avec une véranda couverte, nichée dans une petite clairière bordant le lac Clearwater. L'intérieur était simple. Une grande pièce principale avec une cheminée en pierre, une petite cuisine, une salle de bain basique et 2 petites chambres. « C'était à mon grand-père », expliqua Emma en déchargeant leurs affaires. « Il venait ici pour pêcher et écrire. Après sa mort, mes parents ont voulu vendre, mais je n'ai pas pu m'y résoudre. Trop de souvenirs. » Apache explora immédiatement son nouvel environnement, reniflant chaque recoin avec curiosité, mais sans la méfiance qu'un félin sauvage aurait normalement manifesté dans un lieu inconnu. « Et il se sent déjà chez lui », remarqua Mike avec satisfaction. « C'est bon signe. » Ils passèrent l'après-midi à s'installer, créant un espace confortable pour Apache près de la cheminée et organisant les fournitures médicales. À l'extérieur, le ciel s'assombrissait, promettant une nouvelle chute de neige. « Je devrais rentrer avant que la tempête n'arrive, » dit Emma, regardant les nuages avec inquiétude. « Vous avez tout ce qu'il vous faut ?» Mike hocha la tête. « Plus que suffisant. Et merci, Emma. Vraiment. Ce que vous faites pour Apache, pour ma recherche, c'est extraordinaire. » Emma sentit ses joues s'échauffer légèrement. « C'est normal entre collègues. Je reviendrai demain avec Sophie pour vérifier la patte d'Apache. » Mais alors qu'elle s'apprêtait à partir, le vent se leva brusquement et les premiers flocons commencèrent à tomber, bien plus rapidement et densément que prévu. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de prendre la route maintenant, » dit Mike en regardant par la fenêtre. « Cette tempête semble sérieuse. » Emma hésita, partagée entre la prudence et le malaise de cette situation imprévue. Passer la nuit ici, seule avec Mike et Apache. « Je peux dormir sur le canapé, »
offrit Mike, lisant apparemment ses pensées. Ou même sur le porche si vous préférez. Emma ne put s'empêcher de rire. Le canapé fera l'affaire. Je ne suis pas inquiète pour ma vertu, juste contrariée de ne pas avoir apporté de vêtements de rechange. Le soir tombait rapidement, accentué par les nuages d'orage. Ils allumèrent un feu dans la cheminée et préparèrent un dîner simple avec les provisions qu'ils avaient apportées. Apache s'installa confortablement sur un tapis près du feu, observant leurs mouvements avec une attention tranquille. La tempête s'intensifia à l'extérieur, le vent hurlant entre les arbres et la neige s'accumulant rapidement. À l'intérieur, cependant, une atmosphère chaleureuse s'était installée, alors qu'Emma et Mike échangeaient des histoires de leurs expériences avec la faune sauvage, leurs espoirs pour la conservation, leurs frustrations face à la bureaucratie et au braconnage. Et donc, j'étais là, suspendu à 5 mètres du sol, mon équipement coincé dans les branches, avec cette mère ours en dessous qui me regardait comme si j'étais le dîner le plus ridicule qu'elle ait jamais vu, raconta Emma, riant au souvenir de cette mésaventure. Mike éclata de rire, renversant presque son thé. « Comment avez-vous fait pour vous sortir de là ?» J'ai attendu, pendant 4 heures, jusqu'à ce que l'ours se lasse et emmène ses petits ailleurs. Emma secoua la tête. Mon superviseur n'a jamais cessé de me le rappeler après ça. Lawson, toujours à traîner dans les arbres quand il y a du vrai travail à faire. Leur rire commun fut interrompu par un bruit étrange venant d'Apache. Le lynx s'était redressé, les oreilles dressées, fixant la porte d'entrée avec une concentration intense. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» demanda Mike, soudain alerte. Emma se leva lentement. Probablement juste le vent, ou peut-être un animal qui cherche refuge près de la cabane. Apache émit un grondement bas, pas menaçant, mais inquiet. Il se dirigea vers la porte, la reniflant avec insistance. « Je vais vérifier, » dit Emma, saisissant une lampe torche puissante. « Mais je suis sûr que ce n'est rien. » Mike se leva également. « Je viens avec vous. Apache, reste. » À la surprise d'Emma, le lynx obéit instantanément au commandement, s'asseyant sur ses hanches bien que ses yeux restent fixés sur la porte, vigilants. La tempête faisait rage dehors, un mur blanc de neige tourbillonnante. Emma balaya la zone devant la cabane avec le faisceau de sa lampe, mais la visibilité était presque nulle. « Je ne vois rien », cria-t-elle par-dessus le hurlement du vent. « Rentrons, il fait un froid de... » Elle s'interrompit brusquement. Quelque chose avait bougé à la limite de la lumière, une forme sombre qui disparut aussitôt. « Vous avez vu ça ?» demanda-t-elle, pointant le faisceau dans cette direction. Mike plissa les yeux. « Non. Quoi ? Je ne suis pas sûr. Probablement juste une branche. Allez, rentrons. » De retour à l'intérieur, Apache continuait de fixer la porte, mais son attitude semblait moins tendue. Emma secoua la neige de ses cheveux, frissonnant. « Quelle tempête !» murmura-t-elle. « Nous ne pourrons certainement pas partir demain matin. » Mike acquiesça, préoccupé. « Ça va poser problème ? Pour votre travail, je veux dire. »« Non, j'ai quelques jours de congé en réserve, et Sophie comprendra. » Elle hésita. « Et vous ? Vous avez des engagements qui ne peuvent pas attendre ?» Il sourit. « Mon seul engagement, c'est cet animal extraordinaire ici présent. Et ma recherche, bien sûr. » Un silence confortable s'installa entre eux, seulement troublé par le crépitement du feu et le hurlement assourdi du vent. Apache s'était finalement détendu, retournant à sa place près de la cheminée. « Vous savez, » dit Emma doucement, « au début, j'étais sceptique quant à votre relation avec Apache. Je me demandais si vous ne projetiez pas simplement des comportements canins sur un félin sauvage. » Mike hocha la tête, compréhensif. « C'est une réaction naturelle. La science nous a appris que les lynx sont fondamentalement asociaux, territoriaux, incapables de former des liens significatifs avec les humains. Mais maintenant, » elle regarda Apache qui somnolait paisiblement, totalement à l'aise dans cet environnement étranger. «
Maintenant, je vois que quelque chose de vraiment unique se passe ici. La nature est pleine de surprises, dit Mike doucement. C'est pourquoi je l'aime tant. Juste quand nous pensons avoir tout compris, elle nous prouve que nous avons à peine effleuré la surface. Leurs regards se croisèrent dans la lumière vacillante du feu, et Emma sentit quelque chose s'épanouir en elle, une connexion qui allait au-delà de leur intérêt professionnel partagé. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils se préparaient à dormir, Emma apporta des couvertures supplémentaires pour le canapé où Mike passerait la nuit. « J'espère que ce sera assez confortable », dit-elle en les déposant. « Ce canapé n'a pas été conçu pour quelqu'un de votre taille. »« J'ai dormi dans des endroits bien pires », assura Mike avec un sourire. « Une fois, j'ai passé 3 nuits dans un abri de fortune au sommet d'une montagne, attendant qu'un léopard des neiges daigne passer devant ma caméra. Et il est passé. Le matin où je partais, évidemment. » Ils rirent ensemble, puis Mike demanda curieux. « Comment avez-vous fini par travailler dans la réhabilitation de la faune? Vous semblez avoir une affinité naturelle avec les animaux. » Emma s'assit sur le bord d'un fauteuil, réfléchissant à la question. « J'ai grandi dans une ferme, pas très loin d'ici. Mes parents élevaient des chevaux, et il y avait toujours des animaux sauvages aux alentours, cerfs, renards, parfois même des ours. Un jour, j'ai trouvé un jeune aigle à tête blanche, tombé du nid. Il était blessé, affamé. Qu'avez-vous fait? Ce que ferait n'importe quel enfant de 10 ans, je l'ai ramené à la maison et j'ai annoncé à mes parents que nous allions le sauver. » Son sourire s'élargit au souvenir. « Mon père était furieux. C'était illégal de garder un aigle sans permis, bien sûr. Mais au lieu de me gronder, il a appelé le centre local de réhabilitation. Ils sont venus chercher l'oiseau et ils m'ont laissé les accompagner pour voir comment ils s'en occupaient. Et vous avez été conquise. Complètement. J'ai commencé à faire du bénévolat dès que j'ai eu l'âge, puis j'ai étudié la biologie et me voilà. » Elle haussa les épaules. « Et vous? Comment devient-on un spécialiste du comportement des lynx roux? » Mike s'installa confortablement sur le canapé, Apache se déplaçant silencieusement pour se coucher à ses pieds. « Mon chemin a été moins direct. J'ai d'abord étudié l'éthologie générale, le comportement animal. Je m'intéressais principalement aux grands singes, mais pendant une expédition au Yellowstone, j'ai eu une rencontre fortuite avec un lynx roux. Il m'a observé pendant presque 1 heure, montrant une curiosité que les livres disaient impossible chez cette espèce. Et cela a changé votre trajectoire de carrière? » Complètement. J'ai commencé à me documenter sur les félins sauvages d'Amérique du Nord et j'ai découvert à quel point nos connaissances étaient limitées, surtout concernant leur cognition sociale. La plupart des recherches se concentraient sur leur comportement de chasse, leur territoire. Personne ne semblait s'intéresser à leur intelligence émotionnelle. Il se pencha pour caresser doucement Apache. Et puis ce petit gars est arrivé dans ma vie et tout a changé. Il a défié chaque hypothèse, chaque théorie que j'avais développée. Le lynx réagit à son toucher en émettant un son doux, presque un ronronnement, et en frottant sa tête contre la main de Mike dans un geste d'affection pure. Emma observait cette interaction avec émerveillement. « C'est vraiment remarquable. Avez-vous publié vos observations? » Mike secoua la tête. « Pas encore. J'accumule des données, des vidéos, des observations comportementales. Je veux que mon étude soit irréfutable quand je la présenterai. Trop de carrières ont été détruites par des accusations d'anthropomorphisme. » « Je comprends, » acquiesça Emma. Les implications de la recherche de Mike étaient profondes. Si les félins sauvages possédaient réellement des capacités sociales et émotionnelles plus développées que nous le pensions, cela pourrait révolutionner notre approche de la conservation et de la réhabilitation. La conversation dériva vers d'autres sujets, mais finalement, la fatigue les rattrapa. Emma souhaita bonne nuit et se retira dans la petite chambre, laissant Mike et Apache près du feu mourant. Cette nuit-là, Emma rêva Dieu doré qui la regardait depuis les profondeurs de la forêt.
Pas menaçant, mais curieux, intelligent, presque humain. Elle fut réveillée à l'aube par un bruit étrange. Désorientée, elle mit un moment à se rappeler où elle était. La cabane, la tempête, Mike et Apache. Le bruit se répéta, un gémissement doux, suivi d'un léger grattement contre sa porte. Intriguée, Emma se leva et ouvrit doucement. Apache se tenait là, ses yeux dorés fixés sur elle avec une intensité presque troublante. Derrière lui, Mike dormait encore sur le canapé. « Qu'est-ce qu'il y a, Apache ?» chuchota-t-elle, surprise que le lynx soit venu la chercher. Comme en réponse, Apache émit un autre gémissement, puis se dirigea vers la fenêtre, se dressant sur ses pattes arrière pour regarder dehors. Emma le suivit, curieuse. La tempête s'était calmée pendant la nuit, laissant place à un paysage féerique de neige immaculée, scintillant sous les premiers rayons du soleil. Et là, à la lisière de la forêt, se tenait un magnifique lynx roux adulte, plus grand qu'Apache, avec un pelage hivernal épais et des yeux perçants fixés sur la cabane. « Mike !» appela doucement Emma, ne voulant pas effrayer le visiteur. « Mike, réveillez-vous. Il y a quelque chose que vous devriez voir. » Mike se réveilla instantanément, rejoignant Emma à la fenêtre. Sa réaction à la vue du lynx sauvage fut un mélange de surprise et d'émerveillement. « C'est incroyable, » murmura-t-il. « Il doit avoir été attiré par la présence d'Apache. »« Est-ce que c'est dangereux ?» demanda Emma, soudain inquiète pour le jeune félin sous leur protection. Mike secoua la tête. « Non, je ne pense pas. Les lynx adultes peuvent être territoriaux, mais celui-ci semble plus curieux qu'agressif, et il garde ses distances. » Ils observèrent en silence pendant plusieurs minutes. Apache restait immobile à la fenêtre, son attention entièrement focalisée sur son congénère sauvage. Il n'y avait ni peur ni agressivité dans son comportement, juste une curiosité intense, comme s'il rencontrait une partie de lui-même qu'il n'avait jamais connue. Finalement, le lynx sauvage se détourna avec une grâce féline et disparut dans les bois, aussi silencieusement qu'il était apparu. « C'était significatif, » dit Mike, sa voix remplie d'une émotion contenue. Apache n'a jamais rencontré un autre de son espèce depuis qu'il a perdu sa mère et sa sœur. Emma posa une main sur son bras, comprenant la portée de ce moment. C'est peut-être le début de quelque chose, une reconnexion avec son héritage sauvage. Ils préparèrent le petit déjeuner ensemble, discutant de cette rencontre matinale et de ses implications pour l'avenir d'Apache. La neige avait cessé de tomber, mais les congères atteignaient par endroits plus d'1 mètre de hauteur. « Nous sommes coincés ici pour au moins une journée de plus », constata Emma, après avoir vérifié l'état du chemin forestier. « Les chasse-neige ne viendront pas jusqu'ici avant demain au plus tôt. » Mike ne semblait pas particulièrement déçu par cette nouvelle. « Ça nous donne plus de temps pour observer Apache dans ce nouvel environnement. Et peut-être que notre visiteur reviendra. » Ils passèrent la matinée à mettre en place un petit espace extérieur sécurisé où Apache pourrait explorer la neige sous surveillance. La blessure à sa patte le gênait encore, mais sa curiosité naturelle prenait le dessus. Il bondissait maladroitement dans la neige, s'arrêtant parfois pour renifler l'air dans la direction où le lynx sauvage avait disparu. « Il est si différent des autres lynx que j'ai pu observer », commenta Emma, notant le comportement d'Apache dans un carnet. Plus expressif, plus présent. C'est exactement ce que mes recherches tentent de documenter, acquiesça Mike. Cette capacité d'engagement social n'est pas censée exister chez les félins sauvages, du moins pas à ce niveau. Apache revint vers eux en trottinant, secouant la neige de ses pattes avec une expression presque comique de désapprobation. « On dirait qu'il en a assez du froid, » rit Emma. « Retournons à l'intérieur. » De retour dans la chaleur de la cabane, Apache s'ébroua une dernière fois, puis se dirigea directement vers le feu pour se réchauffer.
Son comportement était si naturel, si intégré à leur petite routine, qu'Emma avait parfois du mal à se rappeler qu'il s'agissait d'un prédateur sauvage et non d'un animal domestique. « Vous savez, dit-elle en préparant du café, si quelqu'un m'avait dit il y a 2 semaines que je passerais mon week-end coincé dans une cabane avec un chercheur et un lynx roux qui se comporte comme un chien, je lui aurais ri au nez. » Mike sourit. La vie a cette façon de nous surprendre, n'est-ce pas? Particulièrement quand on travaille avec la nature. L'après-midi s'écoula paisiblement, Emma et Mike travaillant ensemble pour documenter le comportement d'Apache dans ce nouvel environnement. Le lynx alternait entre des périodes d'activité intense explorant chaque recoin de la cabane et des moments de calme où il semblait contempler le paysage enneigé par la fenêtre. « Savez-vous ce qui me frappe le plus ?» dit Emma alors qu'elle prenait des notes sur les observations de Mike. « C'est sa capacité à être présent. La plupart des animaux sauvages que je traite sont constamment en état d'hypervigilance, même après des semaines de soins. » Mike hocha la tête, pensif. « J'ai une théorie à ce sujet. Je pense que le comportement sauvage typique que nous observons chez les prédateurs adultes est en partie inné, mais aussi largement appris. Apache n'a pas eu l'occasion d'apprendre cette méfiance. Mais les instincts de survie ne devraient-ils pas être plus profondément ancrés? Peut-être que ce que nous appelons instinct est plus fluide que nous ne le pensions. Apache a appris très tôt que les humains, ou du moins certains humains, ne représentent pas une menace. Cette leçon a peut-être supplanté des réponses plus primitives. Emma réfléchit à cette idée. Comme un genre d'empreinte inversée, au lieu d'identifier sa propre espèce comme sûre, il a étendu cette zone de sécurité pour nous inclure? Exactement, acquiesça Mike avec enthousiasme. Et cela suggère une plasticité cognitive que nous n'avons jamais vraiment reconnue chez les félins sauvages. Leur conversation fut interrompue par le son du téléphone satellite d'Emma. C'était Sophie. « Emma ? Dieu merci, j'arrive enfin à te joindre. Tu vas bien ?»« Parfaitement bien, » la rassura Emma. « Nous sommes bloqués par la neige, mais la cabane est bien approvisionnée et chauffée. Apache se porte à merveille. Tant mieux. Écoute, il y a quelque chose que tu dois savoir. » La voix de Sophie devint plus basse, plus urgente. « Les autorités ont appréhendé 2 hommes qui rôdaient autour du centre hier soir. Ils prétendaient chercher un chien perdu, mais ils avaient des tranquillisants pour animaux et des cages dans leur camion. » Emma sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Les braconniers? Probablement. Ils ont été relâchés ce matin. Pas assez de preuves pour les maintenir en détention. Mais j'ai peur qu'ils ne soient à la recherche d'Apache. Mike, qui s'était rapproché pour écouter, échangea un regard inquiet avec Emma. « Comment aurait-il pu savoir qu'Apache était au centre ?» demanda Emma. « Je ne sais pas. Mais soyez prudents. Ne dites à personne où vous êtes. Je viendrai dès que les routes seront dégagées. » Après avoir raccroché, un silence pesant s'installa dans la cabane. Apache, sentant peut-être leur anxiété, s'approcha et se frotta contre la jambe d'Emma, émettant un petit gémissement interrogateur. « Vous pensez qu'il pourrait nous trouver ici ?» demanda finalement Emma. Mike passa une main dans ses cheveux, visiblement préoccupé. « C'est peu probable. Personne ne sait que nous sommes venus ici. Mais ces gens sont déterminés, et Apache représente une petite fortune pour eux. » Emma s'accroupit pour caresser le lynx, comme si le contact physique pouvait le protéger des menaces invisibles. Qu'est-ce qui le rend si spécial à leurs yeux? Sa coloration rare? Pas seulement, répondit Mike, hésitant. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Apache n'est pas un lynx roux ordinaire, même au-delà de son comportement. Des tests génétiques suggèrent qu'il pourrait être un hybride naturel. Un hybride? Avec quoi? Un lynx du Canada. C'est extrêmement rare, mais cela expliquerait certaines de ses caractéristiques physiques. Ses pattes légèrement plus grandes,
son pelage plus épais. Pour un collectionneur, un tel spécimen vaudrait une fortune, termina Emma. Mais comment les braconniers pourraient-ils savoir cela? Mike détourna le regard. Mon ordinateur portable volé contenait toutes mes recherches, y compris les résultats des tests génétiques. S'ils l'ont consulté, le reste de la journée se déroula sous cette ombre menaçante. Ils prirent des précautions supplémentaires, vérifiant que toutes les portes et fenêtres étaient bien verrouillées, et décidèrent d'établir un système de surveillance à tour de rôle pour la nuit. Malgré cette tension, Apache resta remarquablement serein, comme si la présence de Mike et Emma suffisait à le rassurer complètement. Au crépuscule, alors qu'ils préparaient à le dîner ensemble, le lynx s'installa confortablement sur un tapis devant la cheminée, observant leurs mouvements avec une expression presque méditative. « C'est incroyable comme il s'est adapté à cette vie quasi domestique », commenta Emma en coupant des légumes. « Pensez-vous qu'il pourra un jour retourner complètement à l'état sauvage ?» Mike, qui remuait une marmite de ragoût, soupira. « C'est la grande question. Une partie de moi espère qu'il pourra renouer avec sa nature sauvage. Mais une autre partie craint de le perdre, » acheva Emma doucement. Leurs regards se croisèrent, et Emma comprit que Mike luttait avec le même dilemme qu'elle avait souvent affronté dans son travail, l'attachement profond qui se développait parfois avec les animaux dont on prenait soin et la nécessité de les laisser partir. « C'est le paradoxe de notre travail, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Nous les aimons suffisamment pour vouloir les garder et suffisamment pour les laisser partir. » Mike acquiesça, reconnaissant. « Exactement. Mais avec Apache, c'est différent. Il a déjà changé nos conceptions sur ce qu'un lynx roux peut être, sur les limites de la sauvagerie et de la domestication. Si je le relâche, tout ce potentiel de découverte serait perdu, compléta Emma. Je comprends. Mais ne craignez-vous pas qu'en le gardant, vous ne limitiez sa vie, sa chance d'être véritablement ce qu'il est censé être? C'était une question profonde, sans réponse facile. Ils mangèrent en silence, chacun perdu dans ses réflexions. Apache vint s'asseoir près de la table, regardant alternativement l'un et l'autre, comme s'ils suivaient leur conversation muette. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient assis près du feu, Apache fit quelque chose qui les surprit tous les deux. Il se leva, alla chercher un de ses jouets, une petite balle que Mike avait apportée, et la déposa aux pieds d'Emma, reculant ensuite avec une attente évidente. « Il veut que je la lance ?» demanda Emma, incrédule. Mike sourit. « Il joue à rapporter depuis quelques semaines. C'est l'un des comportements les plus canins qu'il a développés. » Emma lança doucement la balle à travers la pièce. Apache bondit immédiatement, la saisit dans sa gueule et la rapporta fièrement, la déposant à nouveau devant Emma avec ce qui ressemblait étrangement à de l'enthousiasme. « C'est extraordinaire », murmura-t-elle, répétant le lancer plusieurs fois, émerveillée par la joie évidente qu'Apache prenait à ce jeu simple. Certains comportements que nous considérons comme uniquement canins sont peut-être plus universels que nous ne le pensions, suggéra Mike. Peut-être que les lynx ont toujours eu cette capacité de jeu social, mais que nous n'avons jamais créé les conditions permettant de l'observer. Alors qu'Emma allait répondre, Apache se figea soudainement, ses oreilles pivotant vers la fenêtre. Un grondement bas monta de sa gorge, le premier son véritablement menaçant qu'il l'avait entendu émettre. Mike se leva immédiatement, éteignant la lampe principale, plongeant la cabane dans la semi-obscurité, le feu devenant la seule source de lumière. « Qu'est-ce que c'est ?» chuchota Emma, sentant son cœur s'accélérer. « Je ne sais pas », répondit Mike tout aussi bas. Mais Apache a entendu quelque chose. Ils restèrent immobiles, tendant l'oreille. Pendant un long moment, le seul son était le crépitement du feu et le vent qui soufflait autour de la cabane. Puis, très faiblement, ils l'entendirent, le crissement de pas dans la neige. « Quelqu'un approche », murmura Mike, se déplaçant silencieusement vers la fenêtre.
Emma sentit sa gorge se serrer. Les braconniers? Comment auraient-ils pu nous trouver? Je ne sais pas, mais nous devons nous préparer à cette possibilité. Apache s'était placé devant Emma dans une posture protectrice, son corps tendu, prêt à bondir. Ce geste instinctif, si contraire à l'image traditionnelle du félin sauvage solitaire, toucha Emma profondément. Mike revint de la fenêtre, le visage grave. Il y a deux personnes qui approchent. Ils portent des lampes frontales et ce qui ressemble à des fusils. Le sang d'Emma se glaça. Leur refuge isolé, si parfait pour la convalescence d'Apache, était maintenant un piège potentiel, loin de toute aide. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix calme. Mike réfléchit rapidement. « Nous avons deux options. Soit nous nous barricadons ici et espérons qu'ils passeront leur chemin, soit nous essayons de fuir par l'arrière et de nous cacher dans la forêt. Avec cette neige et la patte d'Apache encore en guérison. Je sais, ce n'est pas idéal. Mais si ce sont bien les braconniers, et s'ils savent que nous sommes ici avec Apache ?» Un bruit sourd contre la porte d'entrée interrompit leur conversation. Quelqu'un essayait d'entrer. Le cœur battant, Emma attira Apache contre elle, tandis que Mike se saisissait d'un tisonnier près de la cheminée, une arme de fortune, mais mieux que rien. « Qui est là ?» cria Mike d'une voix forte et assurée, bien plus calme que ce qu'Emma ressentait. « Mike Blackwood ?» Une voix féminine, légèrement étouffée par la porte, les surprit tous les deux. « C'est Léa Martin, du département de la conservation. » Emma et Mike échangèrent un regard confus. Mike s'approcha prudemment de la porte. « Comment nous avez-vous trouvés ? » « Sophie Chen nous a dit où vous étiez. Nous avons des informations urgentes concernant les braconniers. Pouvons-nous entrer ? Il fait un froid glacial dehors. » Mike hésita, regardant Emma qui hocha lentement la tête. Si Sophie leur avait indiqué l'emplacement, c'était probablement sûr. Néanmoins, il entr'ouvrit la porte avec précaution, le tisonnier toujours fermement dans sa main. Deux personnes en uniforme du département de la conservation se tenaient sur le porche, couvertes de neige. La femme qui avait parlé, Léa Martin, était une ranger expérimentée qu'Emma avait déjà rencontrée lors de précédentes opérations. L'homme à ses côtés, plus jeune et visiblement nerveux, était inconnu à Emma. « Nous pouvons voir une pièce d'identité ?» demanda Mike, toujours méfiant. Léa sortit son badge officiel, que Mike examina attentivement avant de s'écarter pour les laisser entrer. « Désolé d'arriver ainsi », dit Léa en secouant la neige de son manteau. « Mais nous avons des nouvelles préoccupantes. Les deux hommes arrêtés hier près du centre se sont avérés être des braconniers connus, spécialisés dans les félins rares. »« Comment nous avez-vous trouvés ?» demanda Emma, sceptique. « Je pensais que personne ne savait où nous étions, à part Sophie. »« C'est justement ça, » intervint le jeune ranger, se présentant comme Thomas Alvarez. « Le docteur Chen a été forcé de révéler votre emplacement. Ces hommes sont revenus au centre cet après-midi, armés cette fois. Ils ont menacé le personnel. »« Mon Dieu !» murmura Emma. « Sophie va bien ?»« Oui, personne n'a été blessé, » assura Léa. « Mais ces hommes sont dangereux et déterminés. Ils savent maintenant pour la cabane, et nous pensons qu'ils pourraient être en route. Nous sommes venus vous prévenir et vous aider à transférer le lynx vers un endroit plus sécurisé. » Apache, qui s'était tenu prudemment à l'écart des nouveaux venus, s'approcha lentement, reniflant l'air dans leur direction. Son comportement n'était ni méfiant ni amical, simplement curieux. « C'est lui ?» demanda Thomas, visiblement impressionné. « Je n'ai jamais vu un lynx se comporter ainsi. »« Oui, c'est Apache, » confirma Mike, sa posture se détendant légèrement. « Et vous avez raison, il est spécial. » Léa s'accroupit, tendant prudemment sa main vers Apache. « J'ai entendu parler de vos recherches, Dr Blackwood. C'est fascinant. » Apache renifla sa main tendue,
mais resta à distance, retournant ensuite vers Mike comme pour chercher sa réassurance. « Quel est votre plan ?» demanda Emma, revenue à l'urgence de la situation. « Nous avons un véhicule tout-terrain capable de naviguer dans cette neige, » expliqua Léa. « Nous pouvons vous emmener tous les trois à une installation sécurisée du département à environ 3 heures d'ici. Les braconniers ne pourront pas vous y trouver. » Mike acquiesça lentement. « Cela semble être notre meilleure option. Combien de temps avons-nous pour nous préparer ? » « Le plus tôt sera le mieux, » répondit Thomas, jetant un regard nerveux par la fenêtre. « Ces hommes connaissent la forêt, et ils ont probablement déjà quitté la ville. » Ils se mirent rapidement en action, rassemblant les fournitures essentielles et l'équipement médical pour Apache. Emma prépara la caisse de transport, mais à sa surprise, Apache semblait cette fois moins réticent, comme s'il comprenait l'urgence de la situation. « Il sent notre anxiété », expliqua Mike, aidant à sécuriser la caisse. « Les félins sont incroyablement sensibles aux émotions humaines, bien plus que nous le réalisons généralement. » En moins de 20 minutes, ils étaient prêts à partir. Léa sortit la première pour vérifier les alentours, suivie de Thomas qui portait leur sac. Mike souleva doucement la caisse contenant Apache, murmurant des paroles rassurantes au lynx. Emma ferma la cabane, un étrange sentiment de regret l'envahissant. Ces quelques jours, malgré le danger et l'incertitude, avaient été parmi les plus extraordinaires de sa vie professionnelle et peut-être même personnelle. Le véhicule du département était effectivement impressionnant, un énorme 4x4 équipé de chenilles à la place des roues, capable de naviguer dans la neige profonde. Ils chargèrent leurs affaires et la caisse d'Apache à l'arrière, puis s'installèrent pour le long trajet nocturne. « Alors, » commença Léa une fois qu'ils furent en route, négociant habilement les obstacles du chemin forestier, « comment se porte notre patient félin ?»« Étonnamment bien, » répondit Emma. « Sa patte guérit correctement, et son adaptation à de nouveaux environnements est remarquable. »« J'ai entendu dire qu'il se comporte presque comme un chien, » dit Thomas, se tournant pour regarder la caisse où Apache restait calme, malgré les secousses du véhicule. Mike sourit. « C'est une simplification, mais pas entièrement inexacte. Il montre des comportements sociaux qu'on associe traditionnellement aux canidés plutôt qu'aux félins. »« Et vous pensez que c'est inné ou appris ?» demanda Léa, visiblement intéressée. « C'est précisément ce que ma recherche tente de déterminer. Les premières indications suggèrent une combinaison des deux, une prédisposition génétique unique, amplifiée par une socialisation précoce avec les humains. » La conversation se poursuivit, Mike partageant certains détails de ses découvertes. Emma remarqua que Léa posait des questions remarquablement pointues, démontrant une connaissance approfondie de l'éthologie des félins. Thomas, en revanche, semblait nerveux, vérifiant constamment son téléphone et regardant fréquemment dans le rétroviseur. Après environ 1 heure de route, ils quittèrent le chemin forestier pour emprunter une route secondaire à peine déblayée. La neige tombait à nouveau, doucement mais régulièrement, effaçant rapidement leurs traces. « Où se trouve exactement cette installation ?» demanda Emma, réalisant soudain qu'ils se dirigeaient dans une direction opposée à la ville. « C'est une ancienne station de recherche, reconvertie en refuge pour la faune, » expliqua Léa. « Très peu de gens connaissent son emplacement exact. » Quelque chose dans sa réponse mit Emma mal à l'aise, bien qu'elle ne puisse identifier précisément pourquoi. Elle jeta un coup d'œil à Mike qui semblait partager son malaise, son regard passant de Léa à Thomas avec une attention nouvelle. « Et depuis combien de temps travaillez-vous pour le département, Thomas ?» demanda Mike d'un ton apparemment désinvolte. Le jeune homme sursauta légèrement. « Presque 2 ans maintenant. »« Vraiment ? C'est étrange. Je connais la plupart des rangers de cette région, mais je ne me souviens pas vous avoir rencontré. » Un silence tendu s'installa dans le véhicule. Emma sentit son cœur s'accélérer, une alarme intérieure s'activant. Quelque chose n'allait pas. Léa ralentit le véhicule, puis s'arrêta complètement au milieu de la route déserte. «
Je suppose que la comédie est terminée, dit-elle, sa voix soudain dépourvue de la chaleur professionnelle qu'elle avait manifestée jusqu'alors. Thomas sortit un pistolet de sa veste, le pointant alternativement sur Mike et Emma. « Ne faites rien de stupide. » Mike se déplaça imperceptiblement, positionnant son corps entre l'arme et l'arrière du véhicule où se trouvait Apache. « Vous n'êtes pas du département de la conservation. »« Non, » confirma Léa avec un sourire froid. « Mais vos recherches sont fascinantes, Dr. Blackwood. Particulièrement les analyses génétiques de votre petit animal de compagnie. » Emma sentit un frisson glacé parcourir son échine. « Vous êtes les braconniers. »« Braconniers est un terme si péjoratif, » répliqua Léa. « Disons que nous sommes des collectionneurs spécialisés, et votre lynx hybride représente un spécimen exceptionnel qui intéresse grandement certains de nos clients. Comment avez-vous su où nous trouver ?» demanda Mike, gagnant du temps, son esprit travaillant frénétiquement à trouver une issue. « Vos données étaient très détaillées, docteur, y compris votre correspondance avec Emma Lawson concernant une cabane isolée. Un peu de recherche, quelques appels avec de fausses identités, et voilà. » Emma maudit silencieusement sa négligence. Ils avaient communiqué par email avant de quitter le centre, pensant naïvement que personne n'y aurait accès. « Que voulez-vous exactement ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix ferme, malgré la peur qui l'envahissait. « C'est simple, » répondit Léa. « Nous prenons le lynx et vous deux pouvez partir. Nous ne sommes pas des monstres. »« Ce n'est pas si simple, » contra Mike. « Apache a besoin de soins spécifiques. Sa patte est encore en guérison. »« Nous avons nos propres vétérinaires, » assura Thomas, agitant légèrement son arme. « Maintenant sortez du véhicule tous les deux, lentement. » Emma et Mike échangèrent un regard. Sans communiquer verbalement, ils comprirent qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'obéir pour le moment. Ils ouvrirent leurs portières et descendirent dans la neige, le froid mordant les frappant immédiatement. « Maintenant, éloignez-vous du véhicule, » ordonna Léa, sortant à son tour, un second pistolet à la main. Ils obéirent, s'éloignant de quelques mètres. Thomas resta à l'intérieur, son arme toujours pointée sur eux à travers la fenêtre ouverte. « Désolé pour cette situation désagréable, » dit Léa, son ton presque sincère. « Vraiment. Mais les affaires sont les affaires. »« Vous ne vous en tirerez pas comme ça, » affirma Emma, la colère remplaçant progressivement la peur. « Le vrai département de la conservation vous retrouvera. » Léa haussa les épaules. « Peut-être. Mais d'ici là, nous serons loin, et votre précieux lynx aura déjà changé de main plusieurs fois. » Pendant qu'elle parlait, Thomas était sorti du véhicule et se dirigeait vers l'arrière pour récupérer la caisse d'Apache. C'est à ce moment précis qu'un hurlement déchirant retentit dans la nuit. Pas humain, pas tout à fait animal non plus. Apache. Le son était si puissant, si désespéré, qu'il figea momentanément tout le monde sur place. Puis, de manière inexplicable, des réponses semblèrent surgir de la forêt environnante, des cris de lynx sauvages, comme en écho à la détresse d'Apache. Thomas se figea, la main sur la porte de la caisse, son regard balayant nerveusement les bois environnants. Qu'est-ce que c'était que ça? Juste des animaux sauvages, répondit Léa, mais son assurance semblait avoir diminué. Dépêche-toi de prendre le lynx. Mais avant que Thomas ne puisse ouvrir la caisse, un mouvement rapide surgit de l'obscurité. Un lynx roux adulte, massif et puissant, bondit sur la route, se plaçant entre le véhicule et les braconniers. Ses oreilles étaient plaquées en arrière, ses crocs découverts dans un grondement menaçant. « Merde !» s'exclama Thomas, reculant précipitamment, son arme tremblant dans sa main. « Léa !» Un second lynx émergea de l'autre côté de la route, puis un troisième. En quelques secondes, 5 lynx roux entourèrent la scène, leurs yeux brillants dans l'obscurité, formant un cercle autour du véhicule et des humains. Emma n'en croyait pas ses yeux. Les lynx roux étaient des créatures solitaires, territoriales. Ils ne se déplaçaient jamais en groupe.
Ce qu'elle voyait défait tout ce qu'elle croyait savoir sur ces animaux. « C'est impossible, » murmura-t-elle à Mike. « Et pourtant, » répondit-il, sa voix mêlant crainte et émerveillement. « Je pense que c'est le lynx que nous avons vu ce matin près de la cabane. Il a dû nous suivre, et apparemment, il n'est pas venu seul. » Léa pointa son arme vers le lynx le plus proche. « Reculez !» cria-t-elle, sa voix trahissant sa panique. « Je vais tirer. »« Non !» Mike fit un pas en avant. « Ne tirez pas. Vous ne ferez que les rendre plus agressifs. » À cet instant, un nouveau cri d'Apache retentit depuis la caisse. Les lynx sauvages réagirent immédiatement, se rapprochant d'un pas, leur posture devenant plus menaçante. Thomas, submergé par la peur, tira un coup de feu en l'air. Le bruit déchira le silence de la nuit, faisant écho contre les montagnes enneigées. Les lynx se dispersèrent momentanément, mais au lieu de fuir, ils se repositionnèrent, préparant visiblement une attaque coordonnée. « On se tire d'ici !» hurla Thomas, courant vers l'avant du véhicule. Léa hésita, clairement déchirée entre l'abandon de leur précieuse prise et le danger imminent. Le lynx. Oublie le foutu lynx. Thomas avait déjà ouvert la portière conducteur. Ces bestioles vont nous tuer. Profitant de cette confusion, Mike se précipita vers l'arrière du véhicule. Emma le suivit, comprenant instantanément son intention. Ensemble, ils ouvrirent le haillon et récupérèrent la caisse d'Apache. Léa se tourna vers eux, son arme toujours levée. « Laissez ça !» Mais sa menace fut interrompue par un grondement tout proche. Le plus grand des lynx sauvages s'était approché silencieusement et se tenait maintenant à moins de 2 mètres d'elle, ses muscles tendus, prêts à bondir. Dans un choix déchirant entre la mission et sa survie, Léa choisit cette dernière. Elle se précipita vers le véhicule, s'engouffrant à l'intérieur, alors que Thomas démarrait déjà. Les pneus patinèrent dans la neige avant de trouver prise, et le 4x4 s'éloigna rapidement, laissant Emma et Mike seuls sur la route enneigée, entourés de lynx sauvages. « Ne bouge pas », murmura Mike, tenant fermement la caisse d'Apache. « Ne cours pas, il pourrait te prendre pour une proie. » Emma resta parfaitement immobile, son cœur battant si fort qu'elle était certaine que les félins pouvaient l'entendre. Les lynx sauvages les encerclaient toujours, mais leur attention semblait maintenant entièrement focalisée sur la caisse. « Je crois qu'ils veulent voir Apache », chuchota-t-elle. Mike acquiesça lentement. « Je vais ouvrir la caisse. Recule doucement. » Avec des gestes mesurés, il déposa la caisse sur la neige et défit le loquet. Apache sortit immédiatement, sa posture alerte mais pas effrayée. Il regarda autour de lui, puis fixa son attention sur le grand lynx qui semblait mener le groupe. Ce qui se passa ensuite laissa Emma et Mike stupéfaits. Apache s'approcha du lynx dominant et, dans un geste qui semblait à la fois soumis et affectueux, frotta sa tête contre celle du plus grand félin. Le lynx adulte répondit en le reniflant soigneusement, particulièrement sa patte blessée. « C'est comme une réunion familiale », murmura Emma, émerveillée. « Peut-être que c'en est une », répondit Mike. « Apache est probablement né dans cette région. Ces lynx pourraient être de sa famille élargie, cousins, oncles, tantes. » Les autres lynx s'approchèrent également, chacun saluant Apache à sa manière, le reniflant, le touchant brièvement. Il n'y avait aucune agressivité, seulement ce qui ressemblait étrangement à de la curiosité et de la reconnaissance. Puis, à la surprise d'Emma et Mike, Apache se détourna du groupe et revint vers eux, s'asseyant à leurs pieds, comme un chien fidèle. Il leva les yeux vers eux, puis regarda les lynx sauvages, comme s'il essayait de communiquer quelque chose. « Je crois qu'il nous présente », dit Mike avec un léger rire d'incrédulité. Il leur dit que nous sommes de sa famille aussi. Les lynx sauvages semblèrent accepter cette situation étrange. Un à un, ils reculèrent, disparaissant dans l'obscurité de la forêt, jusqu'à ce que seul le plus grand reste, observant la scène avec une intelligence pénétrante dans ses yeux dorés. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant »
demanda Emma, réalisant soudain qu'ils étaient bloqués au milieu de nulle part, sans véhicule, par une nuit glaciale. Comme en réponse à sa question, les phares d'un véhicule apparurent au loin, approchant lentement sur la route enneigée. Le lynx sauvage restant disparut immédiatement dans les bois. « Baisse-toi !» ordonna Mike, tirant Emma derrière un talus de neige, Apache les suivant docilement. Ça pourrait être eux qui reviennent, ou leurs complices. Ils attendirent, tendus, alors que le véhicule ralentissait à leur hauteur. C'était une camionnette du département de la conservation, la vraie cette fois, espérait-il. Emma, Mike, la voix de Sophie résonna dans la nuit. « Vous êtes là ?» Emma sentit un soulagement immense la submerger. « Sophie, ici !» Ils émergèrent de leur cachette, Apache trottant à leur côté. Sophie descendit de la camionnette accompagnée de 2 agents armés du département. « Dieu merci, vous allez bien ?» Elle les serra tous 2 dans ses bras. « Quand j'ai appris que ces imposteurs avaient réussi à vous trouver, j'ai immédiatement alerté les vraies autorités. »« Comment nous as-tu retrouvés ?» demanda Emma. « Le véhicule que nous avons prêté à ces faux agents était équipé d'un GPS, expliqua l'un des agents. Standard pour tous nos véhicules. Nous avons pu suivre leur trajet jusqu'ici. Ils nous ont abandonnés il y a quelques minutes, expliqua Mike. Après une rencontre inattendue avec la faune locale. Sophie remarqua alors Apache, qui se tenait calmement à leur côté, sans laisse ni contrainte. Il est libre, et il ne s'enfuit pas. Emma sourit, s'agenouillant pour caresser le lynx. Apache a fait son choix, apparemment, et il a aussi des amis dans le coin. Ils expliquèrent brièvement la situation extraordinaire qui venait de se produire, les lynx sauvages venant à leur secours, le comportement d'Apache, l'interaction entre les félins. « C'est incroyable », murmura Sophie, incrédule mais fascinée. Cela remet en question tout ce que nous pensions savoir sur le comportement social des lynx roux. Exactement, acquiesça Mike. Ma recherche prenait déjà une direction révolutionnaire avec le comportement d'Apache, mais ceci, il secoua la tête, encore stupéfait. Ceci suggère que les capacités sociales des félins sauvages sont bien plus complexes et flexibles que nous ne l'avions jamais imaginé. Les agents les informèrent que la police avait été alertée et recherchait activement Léa et Thomas. Leurs véritables identités avaient été confirmées. Ils faisaient partie d'un réseau international de trafiquants d'espèces rares. « Vous devriez venir au centre », suggéra Sophie. « Vous serez en sécurité là-bas jusqu'à ce qu'ils soient appréhendés. » Emma et Mike échangèrent un regard, puis regardèrent Apache qui observait attentivement la lisière de la forêt, là où les lynx sauvages avaient disparu. « Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution pour Apache, » dit doucement Mike. Emma comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Elle avait vu la connexion qui s'était établie entre Apache et les lynx sauvages, une porte vers un monde auquel il appartenait naturellement, malgré son comportement unique. « Tu penses qu'il devrait rester ici, dans la nature ?» demanda Sophie, surprise. « Avec sa patte encore en guérison ?»« Pas exactement, » répondit Mike. « Je pense qu'il devrait avoir le choix. » Sur un signe de Mike, ils s'éloignèrent tous légèrement d'Apache, lui offrant un espace ouvert. Le lynx les regarda avec curiosité, puis regarda vers la forêt, puis à nouveau vers eux. Il semblait comprendre exactement ce que cette situation signifiait. « Apache », appela doucement Mike. « C'est ton choix, mon ami. » Le lynx resta immobile pendant ce qui sembla une éternité, son regard passant de Mike à Emma, puis vers la forêt sombre où ses congénères avaient disparu. Puis, lentement, délibérément, il s'approcha d'Emma et Mike, se frottant contre leurs jambes dans un geste d'affection indéniable. Une semaine s'écoula, pendant laquelle la vie au centre de réhabilitation retrouva une certaine normalité. Les braconniers, Léa et Thomas, avaient été appréhendés à la frontière canadienne, tentant de fuir le pays.
Leur arrestation avait mené à la découverte d'un vaste réseau de trafic d'animaux sauvages rares, et les autorités travaillaient maintenant à démanteler l'ensemble de l'organisation. Apache, quant à lui, était devenu une véritable célébrité au sein du centre. Son histoire extraordinaire, sauvée par des humains, puis défendue par des lynx sauvages, avant de choisir volontairement de rester avec ses protecteurs humains, avait captivé l'imagination de tous. Mais plus remarquable encore était son comportement quotidien qui défiait toutes les attentes concernant les félins sauvages. Ce matin-là, Emma arriva au centre plus tôt que d'habitude. Elle trouva Mike déjà dans l'enclos extérieur spécialement aménagé pour Apache, prenant des notes tandis que le lynx explorait son environnement. « Bonjour, dit-elle, lui tendant un café. « Comment va notre star ce matin ?» Mike accepta la tasse avec gratitude. Fascinant, comme toujours. Il vient de passer 20 minutes à organiser méthodiquement ses branches et ses pierres. Regarde. Emma observa la disposition que Mike lui indiquait, un arrangement apparemment aléatoire pour l'œil non averti, mais qui, à y regarder de plus près, révélait une certaine symétrie. « Il crée des repères », expliqua Mike. « C'est un comportement territorial, mais d'une sophistication que je n'ai jamais documentée chez un lynx sauvage. C'est presque artistique. » Apache, remarquant la présence d'Emma, abandonna immédiatement son activité et trottina vers elle, la queue haute, émettant ce son étrange qui ressemblait tant à un aboiement joyeux qu'à un miaulement. « Bonjour à toi aussi, » rit Emma, s'accroupissant pour le caresser. « Ta patte a l'air beaucoup mieux aujourd'hui. » Le lynx se frotta contre elle avec affection, puis repartit en bondissant vers son arrangement de branches, comme pour le lui montrer fièrement. « Il a une personnalité si expressive, » commenta Emma. « Parfois j'oublie presque qu'il s'agit d'un animal sauvage. »« C'est là que réside tout le paradoxe, » répondit Mike, pensif. « Qu'est-ce qui définit vraiment la sauvagerie? Est-ce simplement l'absence de contact humain, ou est-ce quelque chose de plus fondamental dans le comportement et la cognition ?» Ces questions philosophiques avaient occupé leur conversation depuis cette nuit extraordinaire sur la route enneigée. L'expérience avait transformé la recherche de Mike, l'élargissant au-delà du simple cas d'Apache pour englober une théorie plus vaste sur la plasticité comportementale des félins sauvages. « As-tu décidé ce que tu vas faire de la proposition de l'université ?» demanda Emma, se référant à l'offre que Mike avait reçue pour diriger un nouveau programme de recherche sur la cognition des prédateurs sauvages. Mike soupira, regardant Apache qui avait repris son arrangement méticuleux. « C'est une opportunité incroyable. Le financement, les ressources, je pourrais vraiment approfondir cette recherche, mais ça signifierait quitter le Montana, » compléta Emma doucement. « Et Apache ?»« Pas nécessairement, » répondit Mike. « En fait, c'est de ça dont je voulais te parler. La proposition inclut la création d'un sanctuaire de recherche où Apache et potentiellement d'autres félins pourraient être étudiés dans un environnement semi-naturel. » Les yeux d'Emma s'illuminèrent. « Ce serait parfait. Où serait-il situé ?»« C'est là que ça se complique, » admit Mike. « L'université est dans le Colorado. Si j'accepte, je devrais déménager là-bas, et Apache avec moi. » Un silence s'installa entre eux, chargé d'émotions non exprimées. Ces dernières semaines avaient créé un lien entre eux trois, Emma, Mike et Apache. Un lien qui dépassait la simple collaboration professionnelle ou même l'amitié ordinaire. « Je comprends, » dit finalement Emma, s'efforçant de maintenir un ton léger malgré la boule qui se formait dans sa gorge. « C'est une opportunité que tu ne peux pas refuser, et Apache sera bien avec toi. » Mike la regarda intensément. « En fait, je me demandais si tu envisagerais de venir aussi. » Emma se figea, certaine d'avoir mal entendu. « Pardon ? » Le sanctuaire aurait besoin d'un vétérinaire spécialiste de la réhabilitation, expliqua Mike rapidement. Quelqu'un qui comprend non seulement la physiologie des félins sauvages, mais aussi leur psychologie, leur comportement. Quelqu'un comme toi.
tu me proposes un emploi ?» Emma n'était pas sûre de ce qu'elle ressentait, surprise, confusion ou peut-être une touche d'espoir. « Pas exactement. » Mike détourna le regard, soudain nerveux. « Je te propose une vie différente. Avec moi, avec Apache. Cette recherche pourrait changer notre compréhension des félins sauvages, de leurs capacités cognitives et émotionnelles. Et je ne peux pas imaginer la poursuivre sans toi. » Apache, comme s'il sentait l'importance de ce moment, abandonna ses branches et vint s'asseoir entre eux, regardant alternativement l'un et l'autre avec ses yeux intelligents. « C'est inattendu », parvint finalement à dire Emma, son esprit tourbillonnant d'émotions et de possibilités. « Je sais », acquiesça Mike, « et je comprendrais complètement si tu préférais rester ici. Ta vie est ici, ton travail, tes amis. » « Laisse-moi y réfléchir, » dit Emma doucement. « C'est une décision importante. » Mike hocha la tête, visiblement soulagé qu'elle n'ait pas immédiatement refusé. « Bien sûr, prends tout le temps dont tu as besoin. » La journée se poursuivit comme d'habitude, soins aux animaux, paperasse, réunions, mais l'esprit d'Emma était ailleurs, considérant la proposition surprenante de Mike. Quitter le Montana, où elle avait passé toute sa vie, pour suivre un homme et un lynx qu'elle connaissait depuis à peine un mois, c'était insensé. Et pourtant, quelque chose en elle résonnait avec cette idée. Ces dernières semaines avec Apache et Mike avaient été les plus extraordinaires de sa carrière, peut-être même de sa vie. Elle avait été témoin de quelque chose que peu de scientifiques avaient la chance d'observer, un pont entre le monde sauvage et le monde humain, incarné par un lynx roux, aux yeux dorés et au comportement canin. En fin d'après-midi, Sophie la trouva perdue dans ses pensées, regardant par la fenêtre de son bureau. « Terre à Emma », plaisanta-t-elle en déposant un dossier sur le bureau. « Tu es partie loin. » Emma sourit faiblement. « Désolée, j'ai beaucoup de choses en tête. » Sophie s'assit en face d'elle, son expression devenant plus sérieuse. « Mike t'a parlé de l'offre du Colorado, n'est-ce pas? Tu étais au courant? Il m'a consulté hier, » admit Sophie. « Il voulait savoir si je pensais que tu accepterais de quitter le centre. » « Et qu'as-tu dit ?» Sophie sourit. « J'ai dit que si quelque chose pouvait t'arracher à ce centre, c'était bien un cas aussi extraordinaire qu'Apache, et peut-être aussi l'homme qui vient avec. » Emma sentit ses joues s'échauffer. « Ce n'est pas... Nous ne sommes pas... » « Pas encore, » compléta Sophie avec un clin d'œil. « Mais j'ai vu comment vous vous regardez. Et je ne parle pas seulement de regards scientifiques admiratifs pour vos recherches respectives. »« C'est si évident ?» demanda Emma, embarrassée. « Seulement pour quelqu'un qui te connaît depuis 10 ans, » la rassura Sophie. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Emma soupira. « Je ne sais pas. Quitter tout ce que je connais pour suivre un projet qui pourrait ne mener nulle part. Ou qui pourrait mener à la découverte scientifique la plus importante de ta carrière, » contra Sophie. « Sans parler d'une aventure personnelle qui pourrait changer ta vie. » Quand tu le présentes comme ça... « Écoute, » dit Sophie, sérieuse maintenant. « Je suis ta meilleure amie, alors je vais être honnête. Ce centre sera toujours là si tu décides de revenir. Mais des opportunités comme celle-ci, une recherche révolutionnaire, un animal vraiment extraordinaire et un homme qui te regarde comme si tu étais la 8e merveille du monde, ça n'arrive pas tous les jours. » Emma resta silencieuse, laissant les paroles de son amie s'imprégner. « Et puis, » ajouta Sophie avec un sourire malicieux, « pense aux articles scientifiques que tu pourras publier. Le lynx qui se comportait comme un chien, une étude révolutionnaire sur la plasticité comportementale des félins sauvages. Tu seras célèbre. » Et Marie, sentant une partie de sa tension se dissiper. « Ce n'est pas la célébrité qui m'intéresse. Je sais, » dit Sophie doucement, « c'est la connaissance, la découverte, et peut-être aussi un certain biologiste barbu avec des yeux rêveurs. »
Ce soir-là, après que tous les employés furent partis, Emma retourna à l'enclos d'Apache. Le lynx était couché sur une branche surélevée, mais dès qu'il la vit, il se redressa attentif et visiblement heureux de sa visite. « Salut toi », dit-elle doucement, s'asseyant sur un banc à l'intérieur de l'enclos. « J'ai besoin de réfléchir, et tu es le meilleur auditeur que je connaisse. » Apache sauta gracieusement de son perchoir et vint s'asseoir à ses pieds, posant sa tête sur son genou dans un geste presque canin. « Que ferais-tu à ma place ?» demanda-t-elle, grattant doucement derrière ses oreilles. « Tu as choisi de rester avec nous cette nuit-là, même quand tu avais la possibilité de rejoindre tes congénères sauvages. Pourquoi ?» Le lynx la regarda de ses yeux dorés, intelligents et mystérieux à la fois. Évidemment, il ne pouvait pas répondre, mais dans ce regard, Emma crut voir quelque chose, une sagesse, une compréhension qui transcendait les barrières entre espèces. « Tu as choisi la connexion plutôt que la solitude, » murmura-t-elle. « Tu as choisi une vie qui t'offrait à la fois un lien avec nous et la possibilité d'être toi-même. » Apache émit un son doux, presque comme une confirmation. À cet instant, comme si le timing était parfait, Mike apparut à l'entrée de l'enclos. « Je me doutais que je te trouverais ici, » dit-il doucement. Emma sourit. « Je réfléchissais. »« Et as-tu trouvé des réponses ?» Elle caressa une dernière fois la tête d'Apache, puis se leva. « Je crois que oui. »« J'accepte, » dit Emma, sa voix ferme malgré les battements accélérés de son cœur. « Je viendrai au Colorado. » Le visage de Mike s'illumina, un mélange de soulagement et de joie pure. « Vraiment? Tu es sûre? » ?»« Non, » admit-elle avec un petit rire. « Mais parfois, les décisions les plus importantes de notre vie sont celles qui nous font quitter notre zone de confort. Cette recherche pourrait changer notre compréhension des félins sauvages pour toujours. Je ne peux pas passer à côté de ça. » Ce qu'elle ne dit pas, mais que Mike sembla comprendre, c'était que sa décision concernait autant la recherche que les liens qui s'étaient tissés entre eux trois. Une biologiste, un scientifique et un lynx qui défait toutes les règles. « Et puis, » ajouta-t-elle en regardant Apache qui observait leur échange avec une attention presque humaine, « je pense qu'il serait très déçu si je ne venais pas. » Comme pour confirmer ses paroles, Apache émit un petit son, mi-ronronnement, mi-gémissement, et se frotta contre sa jambe. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. L'offre du Colorado fut officialisée, les papiers signés, les arrangements pris. Le nouveau sanctuaire de recherche, baptisé Projet Frontière, serait construit sur un vaste terrain boisé appartenant à l'université, offrant un environnement idéal pour étudier les félins sauvages dans des conditions semi-naturelles. Sophie, bien que triste de voir partir sa meilleure amie, s'était montrée d'un soutien indéfectible, aidant Emma à organiser son déménagement et acceptant même de superviser le transfert d'Apache vers le Colorado une fois que Mike et Emma auraient préparé les installations. « Je suis tellement fier de toi », dit Sophie lors de leur dernier dîner ensemble avant le départ d'Emma. « Tu vas faire quelque chose d'extraordinaire. »« J'ai peur, » admit Emma. « Et si ça ne fonctionne pas? Si Apache était juste une anomalie? Alors tu auras quand même contribué à la science en documentant cette anomalie, » répondit Sophie avec sagesse. « Mais ce n'est pas ce que tu crains vraiment, n'est-ce pas ?» Emma soupira. Sa meilleure amie la connaissait trop bien. « Et si Mike et moi, si nous ne fonctionnons pas ensemble, professionnellement ou personnellement ?» Sophie prit sa main à travers la table. « La vie ne vient jamais avec des garanties, M. Mais ce que j'ai vu entre vous, cette connexion, cette compréhension mutuelle, c'est rare. Et Apache semble vous avoir choisi tous les deux, ce qui en dit long sur votre compatibilité. » Un lynx roux comme entremetteur, rit Emma. Qui l'eût cru? Le jour avant son départ pour le Colorado, Emma se rendit à la cabane près du lac Clearwater une dernière fois. C'était devenu un lieu spécial pour elle, l'endroit où tout avait commencé à changer. Mike l'accompagnait
et ils avaient décidé d'emmener Apache pour une dernière visite, une sorte d'adieu symbolique à l'endroit où leur histoire commune avait pris un tournant décisif. La cabane était exactement comme ils l'avaient laissée, bien que Sophie et quelques volontaires y soient venus pour nettoyer après leur départ précipité. Le printemps commençait à poindre, la neige fondant par endroits, révélant des touches de verre sur le sol forestier. « C'est étrange de revenir ici », commenta Emma, regardant autour d'elle avec nostalgie. Tellement s'est passé depuis. Mike acquiesça, déposant leur sac près de la porte. Cette tempête de neige a changé nos vies. Apache, libéré de sa caisse de transport, explorait la cabane avec enthousiasme, comme s'il reconnaissait l'endroit. Il renifla chaque recoin, s'arrêtant parfois pour regarder par la fenêtre vers la forêt environnante. « Penses-tu qu'ils sont toujours là ?» demanda Emma doucement. « Les autres lynx ?»« Probablement, » répondit Mike. « Ce territoire semble idéal pour eux, suffisamment isolé avec beaucoup de proies potentielles. » Comme pour confirmer ses paroles, Apache émit soudain son cri caractéristique, ce son étrange qui n'était ni tout à fait félin, ni tout à fait canin. Il fixait intensément la fenêtre, ses oreilles dressées en alerte. Emma et Mike se précipitèrent pour regarder dehors. Là, à la lisière de la forêt, se tenait le grand lynx qui avait mené le groupe cette nuit fatidique sur la route enneigée. Même à cette distance, il pouvait voir son regard intense fixé sur la cabane. « Il savait que nous reviendrions », murmura Mike émerveillé. Ou du moins, il savait qu'Apache reviendrait. Ils ouvrirent la porte, permettant à Apache de sortir s'il le souhaitait. Le jeune lynx s'avança sur le porche, regardant son congénère sauvage, mais ne fit aucun mouvement pour le rejoindre. Au lieu de cela, il s'assit, sa posture droite et digne, comme s'il communiquait silencieusement avec l'autre félin. Après ce qui sembla une éternité, le grand lynx inclina légèrement la tête, puis se détourna, disparaissant dans les profondeurs de la forêt. C'était presque comme un au revoir, dit Emma, émue. Ou une bénédiction, suggéra Mike. Une reconnaissance que le chemin d'Apache est différent mais tout aussi valable. Apache revint vers eux, se frottant contre leurs jambes avec affection, avant de rentrer tranquillement dans la cabane. Cette nuit-là, Sophie et deux autres collègues du centre les rejoignirent pour un dîner d'adieu impromptu. La cabane s'emplit de rires et de conversations, de souvenirs partagés et de projets d'avenir discutés. Apache, loin d'être intimidé par cette petite foule, semblait s'épanouir dans l'atmosphère chaleureuse, allant de personne en personne, acceptant caresses et attentions avec une grâce presque royale. « Il adore être le centre d'attention », observa l'un des collègues, amusé par le comportement sociable du lynx. « C'est l'une des nombreuses façons dont il défie nos attentes », expliqua Mike. « Les félins sauvages sont censés être stressés par les rassemblements humains, mais Apache semble les apprécier. » Plus tard dans la soirée, alors que la conversation s'était calmée et que l'ambiance était devenue plus contemplative, Apache fit quelque chose qui les laissa tous sans voix. Il s'approcha d'Emma qui était assise près du feu et bondit doucement sur ses genoux, un geste qu'il n'avait jamais fait auparavant. Puis avec une tendresse incroyable, il posa sa tête contre sa joue et commença à la lécher, exactement comme un chien témoignerait son affection. Emma, surprise et émue, sentit des larmes monter à ses yeux. Elle entoura le lynx de ses bras, enfouissant son visage dans sa fourrure douce. C'était comme si Apache lui disait, à sa manière, qu'il approuvait sa décision, qu'il était heureux qu'elle vienne avec eux au Colorado. Les autres observaient cette scène, touchés par l'évidente connexion entre la femme et l'animal sauvage. Sophie porta une main à sa bouche, visiblement émue, tandis que l'autre collègue essuyait discrètement une larme. Mike, debout près de la fenêtre, regardait la scène avec une expression qui mêlait émerveillement scientifique et émotion profonde. Ses yeux croisèrent ceux d'Emma par-dessus la tête d'Apache, et dans ce regard partagé, quelque chose se confirma,
une certitude qu'ils étaient sur le point d'entreprendre un voyage extraordinaire ensemble, guidés par un félin qui défiait toutes les catégories. C'est incroyable, murmura Sophie, brisant finalement le silence ému. Je n'ai jamais rien vu de tel. Et c'est exactement pourquoi cette recherche est si importante, dit Mike doucement. Apache n'est peut-être pas une simple anomalie. Il pourrait être la preuve que les capacités d'adaptation et d'apprentissage social des félins sauvages sont bien plus développées que nous le pensions. Une fenêtre sur ce que pourrait être la relation entre humains et prédateurs sauvages dans un contexte différent, ajouta Emma, caressant toujours Apache, qui s'était maintenant installé confortablement sur ses genoux parfaitement à l'aise. Cette nuit-là, après le départ de leurs invités, Emma et Mike restèrent éveillés tard, assis sur le porche de la cabane, regardant les étoiles brillant au-dessus des montagnes. Apache était allongé à leurs pieds, somnolant paisiblement. « Demain, nous commençons une nouvelle vie, » dit Emma doucement. « Un nouveau chapitre, » corrigea Mike, prenant sa main dans la sienne. « L'histoire a déjà commencé ici, dans cette cabane, avec cette tempête de neige. » Emma hocha la tête, sentant une certitude tranquille l'envahir. Quoi que l'avenir leur réserve, succès scientifique ou déception, découverte révolutionnaire ou simple confirmation d'hypothèse, elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Car au-delà de la recherche, au-delà même de sa relation naissante avec Mike, il y avait Apache, un pont vivant entre deux mondes, une créature qui remettait en question toutes leurs certitudes sur ce qui sépare le sauvage du domestique, l'instinct de l'apprentissage, l'animal de l'humain. Et peut-être, songea-t-elle en regardant le lynx endormi, était-ce là le véritable cadeau d'Apache, non pas simplement les données scientifiques qu'il fournirait, mais cette remise en question fondamentale de nos catégories, cette invitation à voir le monde naturel avec des yeux nouveaux, plus ouverts, plus humbles. 3 ans plus tard, le projet Frontière était devenu bien plus que ce qu'Emma et Mike avaient pu imaginer ce soir-là, sur le porche de la cabane. Ce qui avait commencé comme une étude spécifique sur le comportement inhabituel d'Apache s'était transformé en un centre de recherche de renommée internationale, dédié à l'exploration des capacités cognitives et sociales des félins sauvages. Par une chaude journée d'été, Emma se tenait au bord de la grande clôture qui entourait l'enclos principal du sanctuaire. À l'intérieur, Apache, maintenant pleinement adulte et magnifique dans sa robe tachetée, jouait avec 2 jeunes lynx roux orphelins récemment arrivés. À 4 ans, il avait atteint sa taille maximale, mais conservait cette grâce juvénile et cette curiosité insatiable qui le caractérisait. « Comment vont nos nouveaux pensionnaires ?» demanda Mike, arrivant derrière elle et glissant un bras autour de sa taille. Emma sourit, se penchant légèrement contre lui. « Ils s'adaptent remarquablement bien. Apache est un mentor étonnant. » C'était l'une des découvertes les plus fascinantes de leur recherche. La capacité d'Apache à socialiser d'autres lynx roux, à leur transmettre son aisance particulière avec les humains, sans pour autant effacer leur nature sauvage. Les 2 orphelins, sauvés d'un braconnier dans l'Utah, montraient déjà des signes d'une adaptabilité sociale que la science traditionnelle aurait jugé impossible. L'article de Nature sera publié la semaine prochaine, annonça Mike, un mélange de fierté et d'excitation dans la voix. Le rédacteur en chef dit que c'est l'une des études les plus importantes sur la cognition des félins sauvages jamais publiées. Emma hocha la tête tout aussi fière. L'article en question, Réévaluation de la plasticité sociale chez les félins sauvages, implications pour la conservation et la cognition comparée, synthétisait 3 ans de recherche intensive avec Apache et, plus récemment, avec d'autres lynx roux amenés au sanctuaire. Les résultats remettaient fondamentalement en question la vision traditionnelle des félins sauvages, comme fondamentalement asociaux et incapables d'établir des liens significatifs avec les humains ou même avec leurs congénères au-delà de la période de reproduction. « Tu sais ce que ça signifie ?» dit Emma, se tournant pour faire face à Mike.
Nous avons officiellement réécrit les manuels scolaires. Il rit, ses yeux brillants d'une joie partagée. Tout ça grâce à un petit lynx têtu qui a refusé de se comporter comme il était censé le faire. À l'intérieur de l'enclos, comme s'il savait qu'on parlait de lui, Apache leva la tête et les regarda fixement. Puis, abandonnant momentanément les jeunes lynx, il trottina vers la clôture, s'arrêtant juste devant Emma et Mike. « Salut, toi », dit Emma doucement. « On parlait justement de toi et de ta célébrité imminente. » Apache émit ce son caractéristique, ce gémissement semblable à un aboiement qui lui était unique, et se dressa sur ses pattes arrière, appuyant ses pattes avant contre la clôture. C'était un geste qu'il ne faisait qu'avec Emma et Mike, une sorte de salut spécial réservé à ceux qu'il considérait comme sa famille. Mike ouvrit la petite porte latérale et Apache sortit calmement, sachant parfaitement qu'il avait la permission de le faire. Les jeunes lynx, encore trop sauvages pour ce privilège, observaient avec curiosité depuis l'intérieur. « Nous avons des visiteurs aujourd'hui », rappela Emma à Mike, alors qu'Apache se frottait contre leurs jambes. « L'équipe de documentaire arrive dans 1 heure. » Le documentaire était une initiative de National Geographic, intitulée « Repenser le sauvage ». Un regard approfondi sur le travail du projet Frontières et les implications révolutionnaires de leur découverte pour la conservation et notre compréhension de l'intelligence animale. « J'espère qu'Apache sera d'humeur à montrer ses talents, » dit Mike, s'accroupissant pour caresser le lynx qui ronronnait maintenant sous ses doigts. « Qu'en est-il pas d'humeur à être le centre d'attention ?» plaisanta Emma, notre petit acteur né. Ils retournèrent vers le bâtiment principal du centre, Apache trottant librement à leur côté comme un chien fidèle. Les étudiants et les chercheurs qu'ils croisaient ne battaient plus d'un cil à cette vue. La présence d'un lynx roux en liberté était devenue une normalité au projet Frontières. À l'intérieur du bureau qu'ils partageaient, Mike et Emma finalisèrent leurs préparatifs pour l'entrevue. Sur les murs s'étalaient des photos d'Apache à différentes étapes de sa vie, depuis ce petit lynx blessé dans la neige jusqu'à l'imposant adulte qu'il était devenu. Au centre, encadré, se trouvait une photo de leur séjour à la cabane, montrant Apache lové contre Emma, la léchant affectueusement, tandis que Sophie et les autres regardaient, émus. « Ça semble si loin maintenant », commenta Emma, regardant la photo avec nostalgie. « Et pourtant, c'était le début de tout », répondit Mike, venant se tenir à ses côtés. Le documentaire n'était que le dernier d'une série de reconnaissances pour leur travail. L'année précédente, ils avaient été invités à présenter leur découverte au Congrès mondial de conservation, où leurs recherches avaient déclenché un débat passionné sur les pratiques de réhabilitation des félins sauvages. Des sanctuaires du monde entier commençaient à adopter leurs méthodes, rapportant des résultats prometteurs avec diverses espèces de félins. « Tu sais, » dit Mike pensif, « parfois je me demande ce qui serait arrivé si tu n'avais pas trouvé Apache ce jour-là, si quelqu'un d'autre l'avait découvert. » Emma frissonna à cette pensée. Il aurait probablement fini comme un trophée sur le mur de quelqu'un ou dans un zoo privé. Sa vie et la nôtre auraient été tellement différentes. Apache, couché sur le grand coussin près du bureau qui lui était réservé, les observait avec ses yeux intelligents qui semblaient toujours comprendre plus qu'un animal ne le devrait. « Je crois au destin », dit Mike simplement. « Ou du moins, je crois que certaines rencontres sont trop parfaites pour être de simples coïncidences. » Avant qu'Emma ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit et Sophie entra, un large sourire aux lèvres. Après 2 ans à diriger le centre de réhabilitation du Montana, elle avait finalement accepté l'offre de rejoindre l'équipe du projet Frontières, apportant son expertise vétérinaire et sa passion pour la réhabilitation. « L'équipe de tournage est arrivée », annonça-t-elle. Et devinez quoi? Ils ont amené ce fameux narrateur britannique que tout le monde adore. Vous savez, celui avec la voix qui fait fondre les glaciers. « Sir David Attenborough » demanda Mike incrédule. « Lui-même », confirma Sophie. «
Apparemment, il a personnellement insisté pour participer quand il a entendu parler d'Apache. Il dit que c'est potentiellement aussi important que les découvertes de Jane Goodall sur les chimpanzés. Emma sentit une bouffée d'émotion l'envahir. Être comparé à Jane Goodall par Sir David Attenborough lui-même, c'était surréaliste. « Je devrais probablement me changer », dit-elle, soudain consciente de sa tenue décontractée. « Tu es parfaite comme tu es », assura Mike. « Authentique, c'est ce qu'ils veulent voir. » Apache se leva et s'étira paresseusement, semblant comprendre qu'il était temps de se montrer sous son meilleur jour. Il avait développé un instinct presque surnaturel pour savoir quand il était attendu pour une démonstration. Alors qu'il se préparait à sortir, Mike retint doucement Emma par le bras. « Attends, il y a quelque chose que je voulais te demander avant que tout ce cirque ne commence. » Son ton sérieux la surprit. « Qu'y a-t-il » Mike hésita, puis plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte. « Ce n'est peut-être pas le moment idéal, mais je me suis dit que ce serait symbolique. Tout a commencé avec un lynx qui nous a réunis. Il semble juste qu'il soit présent pour cette étape aussi. » Emma sentit son cœur s'accélérer alors que Mike s'agenouillait devant elle, ouvrant la boîte pour révéler une bague simple mais élégante, sertie d'une petite pierre ambrée qui rappelait étrangement les yeux d'Apache. « Emma Lawson, ces 3 années ont été les plus extraordinaires de ma vie, professionnellement et personnellement. Je ne peux pas imaginer poursuivre ce voyage sans toi à mes côtés. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes aux yeux, Emma acquiesça, trop émue pour parler. Alors que Mike glissait la bague à son doigt, Apache émit son son caractéristique et vint se frotter contre leurs jambes, comme pour donner sa bénédiction. Sophie, qui observait discrètement depuis la porte, s'essuya une larme. « Eh bien, dit-elle avec un sourire tremblant, voilà qui donnera un sacré twist à votre documentaire. » Plus tard, alors que les caméras tournaient et que Sir David Attenborough interviewait Mike sur les implications de leur découverte, Emma observait Apache interagir avec l'équipe de tournage. Le lynx se comportait avec une grâce et une sociabilité parfaite, comme s'il comprenait l'importance de cette journée. Un des caméramens, visiblement émerveillé, chuchota à Emma. « Il est vraiment comme un chien, n'est-ce pas ?» Emma sourit, regardant la créature extraordinaire qui avait changé sa vie. « Non, » répondit-elle doucement. « Il est comme un lynx qui nous a simplement montré que nous ne connaissions pas vraiment les lynx du tout. » Tandis que le soleil commençait à se coucher sur le projet Frontière, projetant des ombres dorées sur les montagnes du Colorado, Emma ne put s'empêcher de penser à cette journée froide de janvier, 3 ans plus tôt, quand elle avait trouvé un petit lynx blessé dans la neige. Elle n'aurait jamais pu imaginer que cette rencontre fortuite l'amènerait ici, à une carrière révolutionnaire, à l'amour, à une compréhension totalement nouvelle de ces créatures magnifiques que nous partageons notre planète. Apache s'approcha d'elle, posant sa tête sur son genou dans ce geste affectueux qui lui était si caractéristique. Emma le caressa doucement, reconnaissante pour le cadeau extraordinaire qu'il leur avait offert, non pas simplement des données scientifiques ou une carrière prestigieuse, mais une leçon profonde sur la façon dont les frontières que nous croyons immuables sont souvent plus fluides que nous ne l'imaginons. « Merci », murmura-t-elle au lynx qui avait choisi de se comporter comme un chien, de brouiller les lignes entre sauvages et domestiques, de leur enseigner que l'amour et la connexion peuvent transcender les barrières entre espèces que nous pensions infranchissables. Apache cligna lentement des yeux, son regard doré rencontrant le sien dans une compréhension qui dépassait les mots, un regard qui semblait dire « Je n'ai fait que te montrer ce qui était possible. C'est toi qui as eu le courage de voir. » Et dans ce moment de connexion pure, la boucle était bouclée, de ce premier contact improbable dans la neige du Montana à cette nouvelle vie qu'ils avaient construite ensemble, un pont entre 2 mondes,
une preuve vivante que parfois les exceptions aux règles sont précisément ce qui nous aide à réécrire les règles elles-mêmes.